À cette seconde conférence qui s'occupera aujourd'hui de la transition écologique dans le domaine de la protection sociale. Pour m'accompagner sur cette conférence de 2 heures, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mallard-Desgouttes, directrice du Lab de la sécurité sociale. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandre. Donc vous avez eu ce matin une première séquence qui a parlé un petit peu des pratiques, des acteurs extérieurs. Cet après-midi, nous allons davantage nous concentrer sur la sécurité sociale dans sa transversalité, dans sa globalité. Nous allons parler avec des acteurs, des décideurs qui, sur le terrain ou dans les institutions, œuvrent à faire évoluer les pratiques, faire évoluer les organisations, à faire changer aussi les mentalités. Et évidemment, tout ça dans le cadre d'instaurer un dialogue et de travailler sur les questions de transition écologique. Mais pour inaugurer cette conférence de l'après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Rénal Lemay, directeur de l'UCANS. Bonjour Rénal. Bonjour. Rénal, il y a eu une conférence ce matin, il y a une conférence cet après-midi, mais question déjà générale, pourquoi cet événement autour de la transition écologique ? Alors effectivement, l'UCANS, via le Lab de la sécurité sociale, va proposer un cycle de conférences en ligne sur l'innovation en transition écologique entre le 10 juin et le 8 juillet. Alors l'idée, c'est d'axer ces conférences sur les enjeux, les incidences de la transition écologique sur nos organismes, avec à la fois un état des lieux de la situation, c'est-à-dire panorama des données, stratégie, vision institutionnelle, ainsi qu'un focus sur des solutions concrètes avec un partage des initiatives, un partage des bonnes pratiques. Alors pour ce faire, nous aurons des témoignages et des analyses d'experts, des représentants de la sécurité sociale et des représentants aussi d'autres environnements professionnels. Alors ces temps forts interactifs en distanciel seront, en tout cas nous l'espérons, l'occasion d'enrichir collectivement nos connaissances et de nous donner des perspectives. Et pourquoi la sécurité sociale s'intéresse à ce sujet-là en ce moment ? Alors, pour nous, et je tiens vraiment à insister sur ce point, l'enjeu n'est pas simplement un enjeu d'économie de gestion, même si effectivement la flambée récente des prix de l'énergie est une incitation supplémentaire à agir. L'enjeu pour nous est d'abord sociétal. Nous nous inscrivons dans une logique de développement responsable et durable. En tant que service public, nous avons, je crois, une obligation d'agir et une obligation d'être exemplaire. Cette démarche, d'ailleurs, correspond aux attentes de nos usagers et aux attentes aussi de nos salariés. Alors, de manière peut-être plus prosaïque, l'enjeu, pour nous, il est aussi réglementaire. Les textes nous fixent des objectifs en termes de réduction de nos consommations d'énergie, et si on veut être au rendez-vous, il nous faut agir rapidement. Il y a près de 2 ans de cela, l'UCANS avait déployé un référentiel RSO. Avez-vous le sentiment que 2 ans après, donc, les pratiques évoluent ? Alors effectivement, peut-être si on regarde un petit peu derrière nous, le premier plan cadre de la sécurité sociale, le premier plan cadre qui s'appelait Développement durable, a été lancé il y a 13 ans. Et je crois qu'on peut dire que depuis 13 ans, nous avons très largement progressé. Des actions ont été conduites sous l'impulsion des caisses nationales, mais aussi sur la base d'initiatives locales. Je pense à la réduction de nos consommations de papier, à la réduction de nos impressions, au tri des déchets. Je pense qu'on pourrait multiplier les exemples. Si on regarde simplement sur l'énergie, depuis 2010, nous avons diminué nos consommations d'environ 20%. Alors en 2020, effectivement, nous avons choisi d'évoluer vers un référentiel de responsabilité sociétale des organisations. Ce référentiel que nous avons appelé « responsable au quotidien », c'est un cadre fédérateur. Avec ce référentiel, l'UCANS a placé la valorisation des initiatives locales et le partage des bonnes pratiques au cœur de ce référentiel. Il faut effectivement que les bonnes pratiques soient à la fois remontées et partagées. Et nous animons pour ce faire depuis 2015 un réseau des chefs de projet et des référents RSO. Et c'est ce réseau qui permet d'encourager ces démarches, d'enclencher une dynamique sur le terrain avec des projets concrets. L'objectif, bien sûr, comme je le disais, c'est de s'inspirer, que les caisses s'inspirent de ces projets et partagent ces projets.
En 2021, par exemple, il y a eu un certain nombre d'échanges, très nourris d'ailleurs, sur le recyclage des masques, sur les bornes de recharge des véhicules électriques et puis aussi sur la réduction de notre impact numérique. Donc on voit que le bilan est quand même assez complet, mais est-ce que vous avez identifié des axes d'amélioration qui vous permettraient éventuellement d'aller encore un peu plus loin dans votre démarche? Alors, peut-être un premier élément, aujourd'hui, la sécurité sociale, c'est 4,5 millions de mètres carrés de bureaux, 3700 bâtiments. Donc je crois que nous avons un enjeu majeur autour de l'immobilier. On sait que le développement du télétravail, nous avons actuellement à peu près 100 000 collaborateurs en télétravail, et on sait que ce développement du télétravail aura un impact sur la gestion immobilière de nos organismes. Donc en cohérence avec nos engagements sociétaux et au regard de la flambée des coûts de l'énergie, l'enjeu de la réduction de nos consommations en lien avec l'immobilier devient majeur pour nos organisations. Pour y répondre, nous avons mis au cœur de la stratégie, notamment la formation professionnelle qui me semble un levier essentiel. Alors quand je dis la formation professionnelle, c'est aussi l'information de nos collaborateurs. Nous avons lancé en 2020 le programme Impulsion 2021. Ce programme de sensibilisation et d'innovation pour la transition énergétique de la sécurité sociale a été sélectionné par le ministère de la Transition énergétique pour son caractère innovant. Et ce programme nous a permis de former des collaborateurs sur justement ces gestes éco-responsables. Nous avons pu former 6100 collaborateurs sur l'année 2021. Alors pas simplement nos gestionnaires immobiliers, aussi nos gestionnaires immobiliers, mais au-delà de ces gestionnaires immobiliers. Dans les organismes, alors la deuxième partie du programme Impulsion 2021, un premier plan qui était un plan lié à la formation, mais un deuxième plan également important, nous avons testé des solutions techniques à gain rapide. Nous avons au niveau de Lucans sourcé une quarantaine de solutions techniques que nous avons mis à disposition des organismes. Et aujourd'hui, il y a 12 sites pilotes, 12 caisses qui testent ces solutions à gain rapide. Peut-être dernier point, si je veux refaire le lien avec la formation professionnelle, nous avons également déployé en partenariat avec les caisses nationales et l'Institut 410 un nouveau parcours de formation qui s'intitule Chef de projet RSO. Et ce programme de formation, il est bâti autour de 2 modules qui, justement, permettent de faire le lien avec le référentiel responsable au quotidien. Vous avez organisé, donc on a une conférence inaugurale ce matin, nous avons une seconde cet après-midi, nous allons voir un certain nombre d'interlocuteurs dans les instants qui viennent. Quels seront les thèmes que vous allez aborder sur la suite du programme, qui est assez riche, Alors effectivement, il y a un cycle de 4 ou 5 conférences. La prochaine est le 17 juin. Je crois qu'on est, comme je le disais tout de suite, vraiment en cohérence avec ce référentiel. Il s'agit pour nous de partager avec les acteurs de la sécurité sociale des constats, mais surtout aussi des bonnes pratiques. Comme vous le disiez Alexandre, on a eu 2 conférences inaugurales ce jour, une cet après-midi et une ce matin, et une cet après-midi. Et entre le 17 juin et le 5 ou 7 juillet, je ne sais plus, le 8 juillet, le 8 juillet, toutes les semaines, il y aura effectivement des tables rondes qui seront dédiées aux enjeux concrets de notre institution, là aussi avec des témoignages d'experts, des retours d'expérience, avec plusieurs thèmes, les mobilités durables, l'avenir de nos bâtiments et l'économie circulaire, et enfin le numérique responsable. Je crois même que l'économie circulaire, c'est celui de la semaine prochaine, vous voyez, pour teaser entre guillemets l'événement, comme on dit en anglais. Voilà. Okay. Un petit mot de conclusion peut-être, monsieur le directeur? Oui, simplement peut-être dire que moi le message que je souhaite porter aujourd'hui, c'est que finalement nous avons agi, je l'indiquais tout de suite, mais nous avons effectivement des leviers pour agir. Je crois qu'il faut que les directeurs, les équipes de direction se saisissent de ce sujet. La transition énergétique, ce n'est pas seulement l'affaire des responsables immobiliers, je crois que c'est l'affaire de tous dans nos organismes.
La transition énergétique dans ses différentes dimensions sera, de mon point de vue, en tout cas, c'est un peu ce que je ressens en ce moment dans mes relations avec l'État. Je pense que ça sera un sujet central de nos futures COG. Nous sommes en train de finaliser la négociation de la COG de Lucans et c'est un sujet que nous abordons beaucoup avec l'État. Donc je pense que ce sujet sera aussi central dans la négociation des futures COG. Donc voilà, simplement que nos collègues directeurs, que les équipes de direction, comme d'ailleurs certains organismes, parce que comme je le disais, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui se sont déjà emparés de ce sujet. Et l'idée de ce webinaire, de ces webinaires, c'est de partager ces expériences pour que d'autres puissent aussi agir sur le terrain. Merci, monsieur le directeur. Merci à vous. Je vous confirme, la question de la transition écologique sera au cœur des COG. La COG de la CNSA, qui a déjà été signée, aborde cette thématique, et également sur le régime agricole, la CCMSA, qui, dans sa COG 2021-2025, a aussi un pan dédié à la transition écologique. Donc on voit que, comme dit, les forces sont en mouvance. On va avoir plusieurs séquences donc cet après-midi avec Virginie qui va m'assister sur un certain nombre d'entre elles. Nous allons parler avec des acteurs du réseau, nous allons faire un focus sur 3 initiatives qui sont portées par des caisses locales, des organismes locaux. Nous irons voir du côté de l'Hérault, la cave de l'Hérault. Nous irons ensuite du côté de la CEPAM de Haute-Garonne et nous aurons aussi l'amitié de recevoir le directeur de la CARSAT Hauts-de-France en 3e partie de cette séquence. Nous allons également interroger un élu, en l'occurrence la sénatrice Madame Vogel, qui a rapporté un rapport donc, sur la question de la transition écologique à l'épreuve de la sécurité sociale, qui donne des pistes de réflexion sur ce que pourrait être la sécurité sociale dans les années à venir, en prenant en considération évidemment les évolutions écologiques et démographiques aussi de notre pays. Et enfin, on finira aussi sur une séquence très intéressante parce que nous allons parler aussi avec les représentants des personnels. On va interroger la fondatrice du premier syndicat vert qui va nous expliquer qu'est-ce qu'un syndicat vert, quelles sont les thématiques qu'ils abordent, comment elle perçoit entre guillemets ce qui se réalise au niveau de la sécurité sociale. Ce sera notre dernière séquence et on leur remercie déjà par avance de venir sur le plateau plus tard dans cette émission. Mais on va d'abord commencer, s'ils sont là, j'espère qu'ils sont là, qu'ils sont connectés. Ils sont connectés, on me fait signe en plus, vous voyez, c'est les conditions du live, c'est formidable. Ils sont connectés. La première séquence, nous allons nous attarder sur l'EN3S. L'EN3S, vous connaissez tous, c'est l'organisme de référence de formation des managers de la sécurité sociale. Et au cours de cette séquence, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Rappi, qui est là, j'espère, elle me voit. Moi, je la vois en tout cas. Est-ce qu'elle m'entend? C'est encore mieux. Elle sourit. Est-ce que le micro je vous entends très bien, Alexandre. Bonjour à tous. Je n'entends pas trop. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Marie? Je vais passer à la suivante. Donc on a Marie Rappi qui est directrice déléguée à l'EN3S qui nous fera le plaisir de nous parler un petit peu de ce qui se fait donc sur l'EN3S. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Alexandre Berthe qui est chercheur, si je ne dis pas de bêtises, et qui a travaillé sur les questions, il est conférencier, maître de conférence en économie. Ah, j'entends des choses. Qui va être maître de conférence en économie, qui a travaillé justement auprès de l'EN3S sur ces questions de transition écologique et d'évolution du périmètre de la sécurité sociale. Mais si elle en est d'accord, je vais donner d'abord la parole à Marie Rappi. Si elle m'entend bien, voilà. Marie, première question, elle est très simple. Quelle place accordez-vous dans les programmes de l'EN3S à la question de la transition écologique? Bonjour à tous. Alors, la place qu'on accorde, elle est bien sûr en évolution. Je vais parler juste de formation initiale et formation continue. Pour la formation continue, je vais commencer paradoxalement par la formation continue. C'est assez simple parce qu'on a organisé en 2020 une journée d'études spécialement dédiée à la protection sociale et à la transition écologique. Et c'est cette journée d'études qui a donné l'idée de tout le travail qu'on va présenter aujourd'hui avec Alexandre Robert. Donc on attend bien sûr du coup maintenant l'issue de ces travaux ou en tout cas les premiers livrables pour réfléchir à une nouvelle offre de formation continue en la matière. Pour ce qui est de la formation initiale, là aussi, on est en forte évolution. Le N3S a intégré le tronc commun de scolarité aux écoles de service public. Donc, peut-être avez-vous entendu parler de la fameuse réforme de l'ENA en INSP. Oui. Et à cet égard, on a
dans les 5 thématiques qui sont imposées par les pouvoirs publics, on avait une thématique sur transition écologique. Donc c'est un module qui est désormais très travaillé par les élèves de l'EN3S comme tous les cadres supérieurs de l'État. Et l'EN3S a fait le choix à chaque fois pour ces modules de faire des conférences introductives et réflexives ensuite pour permettre aux élèves de l'EN3S de s'approprier au mieux le contenu pédagogique prévu pour l'ensemble du tronc commun. Et du coup, je vais céder la parole à Alexandre puisque c'est lui qui est en charge de ces conférences d'appropriation pour le N3S. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc en effet, on réalise à côté de ce tronc commun qui est principalement en ligne, une séance de travail qui va reprendre avec eux les grands enjeux environnementaux actuels et puis les différents paradigmes qui peuvent permettre d'un point de vue des politiques publiques de les envisager. Donc ça c'est fait avec eux en présentiel, puis ça permet de rediscuter puisque le tronc commun est assez scientifique de ces enjeux-là avec des profils qui ne sont pas forcément formés à la base en biologie ou en écologie. Et puis dans un deuxième temps, ce qui est proposé, c'est à partir des projets qu'ils ont dans leur formation, notamment les projets de recherche-action qu'ils peuvent mener, essayer de leur faire réfléchir à la manière dont leur sujet, même s'ils ne traitent pas du tout des questions environnementales, peut se lier à ces nouveaux enjeux et comment ils pourraient dans ce cas-là questionner leur travail et les obliger à réfléchir à la manière dont se lient les projets qu'ils conduisent et l'enjeu environnemental. Et puis on finit sur une tentative de typologie pour essayer de comprendre les différentes manières dont peuvent se lier protection sociale et environnement à partir de leurs travaux. Donc c'est ça qui est conduit avec eux pour essayer justement d'apporter un regard complémentaire au tronc commun. Merci Monsieur Berthe. L'idée, c'est vraiment, pour l'ensemble d'ailleurs des écoles qui adhèrent au tronc commun, l'idée est de faire en sorte que chacun puisse comprendre à quel point la transition écologique doit être intégrée dans chaque geste et dans chaque décision d'un dirigeant de service public. C'est pas une personne en charge de ça dans un organisme, c'est comment moi et l'ensemble de mes collaborateurs, on intègre cette dimension dans chacune de nos décisions, chacune de nos actions. On voit que donc, vous travaillez sur cette question-là, notamment pour préparer les managers de demain. Mais justement, ces managers de demain, quand ils arrivent entre guillemets, sur les bancs de l'EN3S, est-ce que vous sentez qu'il y a une plus grande aspiration à ce qu'on appelle cette sensibilité un peu verte ou pas du tout? C'est quelque chose qui les motive, qui est une conviction, une valeur qu'ils souhaitent porter? Oui, bien sûr. Alors, je serais tentée de dire heureusement, sinon il y aurait de quoi s'inquiéter, il me semble. Il est évident que les nouvelles générations, les nouvelles promotions sont beaucoup plus sensibilisées et sensibles à ces sujets qu'il y a une dizaine d'années et je m'en réjouis, honnêtement. Ça nous oblige, nous aussi, à bouger sur certains points. Si j'essaye d'identifier un peu un point de bascule, je dirais que c'était environ il y a 5 ans. Les premières promotions qui ont vraiment commencé à nous challenger sur ces sujets, si vous me permettez cette expression un peu familière. Je situe à peu près à la 56e promotion. Et d'ailleurs, l'année dernière, la promotion d'élèves a organisé elle-même un webinaire dédié à ces sujets. Donc, elle a été à l'initiative d'une conférence dédiée à la promotion. Donc, on sent vraiment une sensibilité forte des élèves, en effet. Quand on parle de RSO ou de transition écologique, on touche le cœur même de l'activité, des pratiques au niveau des caisses. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a une recherche de conciliation entre à la fois les objectifs de responsabilité environnementale et en même temps les objectifs de performance qui sont exigés en termes de service public? C'est antinomique, c'est complémentaire? C'est tout l'enjeu. Moi, je le vois comme ça, mais c'est tout l'enjeu du pilotage d'un organisme que d'arriver à faire converger les deux. En même temps, les propos de Reynald Lemay en introduction sur notamment le coût de l'énergie montraient bien qu'on peut allier performance économique et performance écologique. Mais peut-être, voilà, là, c'est un effet un peu des événements récents, mais c'est vrai que... Je pense que c'est là aussi où le N3S peut accompagner les dirigeants, c'est pour avoir une démarche et une réflexion de pilotage qui puisse concilier à la fois la performance économique, la performance écologique et bien sûr la qualité de service, puisque c'est
c'est aussi notre enjeu de service public qui est là. Je vois bien que les outils de pilotage, que ce soit du côté de ce qu'on appelle le management intégré ou la RSO, sont justement là pour accompagner et outiller, si vous me permettez, les dirigeants dans cette conciliation. L'an dernier, vous aviez lancé un appel à projet autour du besoin de cartographier les impacts et les conséquences environnementales de la protection sociale. Question très simple, pourquoi avez-vous lancé ces travaux l'an dernier? Qu'est-ce qui vous a, entre guillemets, été le leitmotiv derrière? Alors ça remonte à un peu plus loin que l'an dernier, puisque ça remonte justement à cette journée actualité de la protection sociale que j'évoquais tout à l'heure, qui était dédiée donc à protection sociale et crise environnementale, qui nous a nous-mêmes beaucoup apporté en termes d'expertise et de prise de conscience sur ces sujets. Et à l'issue de cette journée d'études, le N3S, l'équipe de direction, on s'est demandé mais qu'est-ce que nous on peut faire, et si on devait agir, où est-ce qu'on peut agir prioritairement, sur quel champ est-il possible d'agir prioritairement. Et on a organisé une réunion avec l'ensemble des caisses nationales et Lucans sur ce sujet, y compris hors régime général, parce que la MSA était représentée. Oui, tout à fait. Et on s'est rendu compte qu'on était incapable de se dire collectivement quelle est notre priorité d'action, parce qu'on n'avait pas d'études d'impact, on n'avait pas de cartographie, on ne savait pas quels étaient là où il y avait le plus d'enjeux pour agir. Soit en termes de volume d'action, soit en termes de levier, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des champs sur lesquels il est plus facile d'agir ou pas. Donc c'est ça qui a donné lieu à l'appel à projet, c'était de chercher une équipe qui soit en capacité de nous éclairer sur cette cartographie des interactions entre protection sociale et environnement, pour ensuite, comme on fait souvent dans la politique de recherche de l'EN3S, c'est une recherche qui est parfois peu académique, mais très tournée vers l'action, c'est-à-dire qu'on essaye d'éclairer la décision collective, la décision publique. C'était vraiment l'objectif de cet appel à projet, c'est d'éclairer la décision publique sur, par exemple, comment alimenter les futures conventions d'objectifs et de gestion des caisses nationales et des différentes branches sur ces enjeux de transition écologique. Merci Madame Rappi. Ben justement, il y a quelqu'un qui a répondu à cet appel à projet, c'est Monsieur Berthe. Monsieur Berthe, s'il m'entend bien, voilà la question très simple, c'est justement, on a eu un petit peu les tenants aboutissants qui ont mené à cet appel à projet de la part de l'EN3S. Qu'est-ce qui, de votre côté, vous a motivé à répondre à cet appel à projet? Eh bien, ce qui nous a motivés, c'est de voir l'actualité en fait du sujet. Moi, j'ai du coup travaillé toujours sur ces questions du lien entre enjeux sociaux et environnementaux. J'ai fait ma thèse sur les inégalités environnementales, les inégalités d'accès à l'environnement et à la nature. Et puis ensuite, je travaille de plus en plus sur la question de la transformation des activités de production autour de la transition énergétique et écologique, et essayer de comprendre comment les activités mutent dans l'agriculture, dans différents secteurs d'activité. Donc c'est ça qui m'a attiré, pouvoir lier à la fois la question du lien social-environnement, parce que l'enjeu social est forcément fort dans le secteur de la protection sociale, et puis aussi de comment une branche d'activité pouvait se transformer. Justement, vous avez travaillé là-dessus, c'est qu'il y a aussi une approche méthodologique quand on aborde un sujet qui est quand même assez vaste, parce que la sécurité sociale, maintenant vous le connaissez par cœur j'imagine, ce sont des réseaux, ce sont des centaines de milliers de collaborateurs, des centaines d'organismes locaux. Justement, comment avez-vous travaillé avec ces organismes-là? Est-ce qu'ils vous ont, entre guillemets, fourni de la matière pour pouvoir travailler et répondre à vos problématiques? Oui, alors nous on travaille sur le projet depuis le mois d'octobre dernier avec une équipe de recherche de l'université Rennes 2. Donc on est 6 à travailler sur ce projet, économistes et sociologues. Et donc ce que l'on a fait en termes de travail collaboratif, c'est d'abord rencontrer des acteurs au niveau des caisses nationales qui pouvaient avoir un lien fort avec les enjeux de développement durable, de RSO, ceux qui étaient les plus à même de nous répondre sur ces sujets-là. Et puis également, soit dans des territoires où il y avait des initiatives importantes qui avaient été mises en place, soit sur le territoire local pour nous, c'est-à-dire l'Ille-et-Vilaine et la Bretagne, on a cherché à rencontrer donc des responsables de caisses, aussi bien dans chacune des branches,
Et donc ça nous a amené à conduire une 50aine d'entretiens depuis le début de ce projet. Oui, donc vous avez un échantillon très large. J'ai une question à vous poser. Parfois en caricature, quand on aborde les questions de transition écologique, en le faisant un parallèle avec les économies, notamment, est-ce que vous pensez que la question de la transition écologique, ce n'est pas simplement une question d'optimisation des moyens au niveau des caisses? Je vais rentrer dans l'exemple, parlant de la mobilité, des déplacements, de l'émission de CO2, d'usage du numérique. C'est autre chose que ça a une autre dimension? Eh bien, il y a forcément cette dimension-là qui existe, donc soit en interne aux caisses, donc ce que vous avez beaucoup évoqué ici, la RSO, qui peut permettre de à la fois diminuer les coûts et puis éventuellement aussi avoir un bénéfice environnemental. Ça, nous, on l'a peu regardé en fait sous l'angle de la RSO. On s'est principalement intéressé aujourd'hui aux prestations sociales, à essayer de comprendre ce qui pouvait être fait à ce niveau-là. Par exemple, dans le cadre des conventions qui pouvaient être rédigées avec des professionnels des secteurs concernés. Mais dès la RSO, bien sûr, il y a des endroits où, je ne sais pas, prendre du papier recyclé, par exemple, ça va être forcément avec un coût moindre. Mais il y a forcément une transformation plus fondamentale aujourd'hui à faire. La transformation est tellement importante à envisager qu'il faudra absolument des investissements assez lourds dans certaines dimensions, et puis aussi une formation, comme vous l'évoquiez déjà, assez forte sur ce sujet dans les différents organismes. Et donc sur ce point, c'est forcément des coûts supplémentaires qui existeront. Bien sûr, il y a des dimensions gagnantes-gagnantes, et j'ai envie de dire que dans ce cas-là, il faut en profiter. Mais évidemment qu'il y a aussi, à la fois en termes d'investissement et en termes de dépenses, des choses qui devront augmenter par la suite. Et même si elles n'augmentent pas, être profondément transformées sur les types de prestations qu'on peut fournir, sur est-ce que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, est-ce que tous les transports sanitaires que l'on peut mettre en place, est-ce que tous les visites à domicile chez les personnes dépendantes doivent être faites comme aujourd'hui? Eh bien, ça ne peut pas être réfléchi aujourd'hui qu'à l'aune des coûts, mais ça doit être bien sûr réfléchi en intégrant cette dimension écologique dès la construction. Justement, vous nous avez donné quelques pistes. Est-ce que vous avez déjà tiré des conclusions ou tiré des enseignements qui pourraient très rapidement, à moyen terme, permettre à la sécurité sociale d'évoluer un petit peu pour répondre à ces défis? Le premier enseignement, je pense que l'on tire aujourd'hui, c'est que les organismes ont pris le tournant de la RSO il y a déjà quelques années. En revanche, la mutation vers une sécurité sociale, on va dire, plus écologique, est un sujet qui arrive uniquement actuellement et il arrive très très rapidement. C'est-à-dire que même nous, entre octobre et aujourd'hui, on a le sentiment que c'est un sujet qui s'imprime déjà beaucoup plus. Et donc, quand on agit rapidement, on risque forcément de se tromper. Donc, la première chose qu'on voit là-dessus, c'est qu'il y a une multiplicité de liens possibles. Et il s'agit de bien savoir de quoi on parle à chaque fois. Par exemple, on a beaucoup de cas où on a rencontré des personnes, où on leur a évoqué la situation de l'impact environnemental des prestations, et on finissait par évoquer des enjeux, par exemple, de santé environnementale. Ouais. Donc la santé environnementale, c'est forcément un enjeu crucial, ça lie protection sociale et environnement, mais ça ne le lie pas de la même manière. Donc il y a un besoin, je pense, de clarification d'abord des différentes façons dont on va lier écologie et protection sociale. On n'est plus à l'époque des politiques en silo, c'est-à-dire avec toute une période de développement des politiques environnementales. Elles se sont très fortement développées, mais aujourd'hui on est vraiment à une époque de transformation de toutes les activités face à l'urgence climatique notamment. Et donc la première chose, ça a été ça, essayer de se retrouver dans ce brouillard des liens multiples. Ensuite, ce que l'on voit du coup une fois qu'on pense à ces liens multiples, justement, c'est cette dimension, la sécurité sociale écologique ne sera pas affaire uniquement de sécurité sociale au sens strict, qui pose des questions en termes de politique publique pour le futur. Oui, forcément. Et ce qu'on voit également en termes d'impact ensuite, c'est que l'impact, il ne va pas être directement l'impact des caisses de sécurité sociale uniquement, et donc c'est la difficulté de dépasser justement cette dimension de l'impact. Quand on est sur la RSO, on est vraiment sur l'impact de la caisse. En revanche, quand on est sur du transport sanitaire, ce n'est pas la caisse qui émet. Au final, elle n'est ni producteur ni consommateur du service. Et puis également, quand elle délivre, je ne sais pas, une prestation en espèces quelconque, elle n'est pas non plus celle qui en bénéficie. Donc c'est essayer de trouver
à partir de ça, le rôle que peuvent avoir les organismes de sécurité sociale, à la fois en tant que régulateurs du système, donc comment ils peuvent influencer les différents acteurs à se projeter dans cette sécurité sociale plus écologique, et puis aussi au niveau des prestations en espèces, éventuellement, à ce qu'elles puissent intégrer cette dimension plus verte. Justement, vous avez donné un certain nombre d'exemples, mais quand on regarde cette question d'écologie et de sécurité sociale, on a tendance à se focaliser sur le prisme santé. Or, la sécurité sociale, c'est 4 autres branches, au dehors de la branche maladie. Est-ce que justement, vous avez eu des conclusions, des préconisations à apporter sur d'autres risques, comme la perte d'autonomie, la retraite, la famille ? D'abord, pour revenir juste rapidement sur la santé, dire qu'on a un peu le même problème avec la question environnementale, c'est-à-dire que lorsqu'on envisage l'environnement, on envisage tout de suite le climat et donc le CO2. Donc c'est vrai que le lien qui va se faire le plus fortement, on peut le voir avec le rapport du Shift Project par exemple, c'est le lien carbone-santé. Donc évidemment c'est un lien très fort, il ne faut pas le nier, il est très important. Et donc un transport sanitaire, un médicament, etc. plus vert, ce sera crucial pour les prochaines années pour qu'on ne réduise pas la qualité des services et de la santé à terme. Ensuite, bien sûr, sur les autres sujets, il y a des choses à traiter. Sur l'angle famille, par exemple, toute la dimension garde d'enfants est quelque chose de très fort, que ce soit en crèche ou dans d'autres systèmes. Et là, que cela soit par la construction de nouveaux bâtiments, de crèches, etc., dans lesquels les CAF sont souvent impliqués, ou aussi sur les prestations qui sont délivrées, on peut imaginer qu'à terme, et cet angle écologique soit pris en compte avec des bâtiments, du coup avec des normes de qualité environnementale, avec des produits qui sont utilisés auprès des enfants, etc., qui seraient plus verts, avec un impact plus faible, à la fois sur la santé des enfants et puis aussi sur le climat et l'environnement général. Sur le reste, il y a tout un enjeu, typiquement quand on est sur les transports, c'est un enjeu qui va bien au-delà de l'enjeu de santé. Lorsqu'on est sur de la dépendance et des personnes chez qui il faut se rendre fréquemment, savoir si elles doivent rester à domicile, si elles doivent aller dans un établissement spécifique, savoir si elles vont avoir 10 visites dans la journée ou uniquement 4, et comment on va les combiner, etc. Ça, nécessairement, il faut prendre en compte la santé de la personne, son bien-être, l'aspect économique, du coût que cela peut représenter, et la dimension écologique que l'on ne pourra plus, sur ces enjeux-là, dans 2 ou 3 ans, ou dans le pire des cas dans 10 ans, nier lorsque l'on prendra des décisions sur ce sujet. Oui, on voit donc c'est un chantier évidemment très, très complexe avec l'évolution des pratiques, la prise en compte évidemment des enjeux écologiques, mais aussi la prise en compte des évolutions, des besoins des usagers. Donc on voit que ce triptyque et cet équilibre est nécessaire à terme. Merci beaucoup Monsieur Berthe, merci beaucoup Madame Rappi. On va désormais basculer sur la deuxième séquence de cette conférence inaugurale. J'ai toujours le plaisir d'avoir avec moi Virginie Malard-Desgouttes. On va parler maintenant un peu pratique locale. On va parler un petit peu des organismes locaux. Nous en avons donc sélectionné 3, je vous le disais en introduction tout à l'heure. Pourquoi 3 ? Parce que on a pu en prendre d'autres, mais surtout ils ont apporté chacun une approche globale innovante qui est très pratico-pratique, mais aussi parfois qui englobe un périmètre très très large. Et pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir, j'espère qu'il m'entend depuis Montpellier, le directeur de la cave de l'Hérault. Est-ce qu'il m'entend ? Il n'est pas encore connecté, Monsieur Thierry Mathieu. Alors est-ce que peut-être, j'espère que ça va fonctionner, si ça est en train de se connecter, je crois. Non, que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. On va peut-être passer à ce moment-là à la CEPAM. La cave se fait attendre, on va aller à la CEPAM. Hein, vous êtes d'accord ? C'est le live, c'est le direct, ça arrive, c'est les aléas. On va aller à la branche maladie. Est-ce que c'est bon pour la CEPAM de la Haute-Garonne ? Est-ce que Madame Vignette m'entend ? Ou elle me voit ? Ce serait super. Elle m'entend. Bonjour Madame Vignette. Voilà, donc je présente un peu Madame Vignette qui est responsable RSO de l'organisme. Avec Virginie, on va parler un petit peu de ce que vous avez porté comme démarche. On va vous laisser présenter ça sur quelques minutes. Et après, si vous en êtes d'accord, on fera un jeu de questions-réponses pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et apporter un peu plus de détails à nos spectateurs. Le plateau est à vous, si vous m'entendez, si vous pouvez présenter donc la démarche portée, la démarche de labellisation portée par la CEPAM de Haute-Garonne. Merci à vous. Effectivement, au niveau de la CPM de la Haute-Garonne en 2017, nous avons entrepris une démarche de renforcement du pilotage de la politique RSO pour optimiser cette démarche déjà initiée.
Dans ce cadre-là, nous avons engagé un certain nombre d'échanges avec des acteurs locaux référents en matière de RSO qui nous ont mis en garde sur le greenwashing et la nécessité d'avoir une démarche RSO globale et structurée qui embrasse toutes les thématiques. Donc dans le cadre de notre réflexion locale, interne, bien évidemment, en première étape, nous avons fait en sorte de nous mettre en conformité avec le plan cadre de l'époque, le plan cadre UCANS. Nous avons également essayé de voir quelles actions locales nous pouvions mettre en œuvre. Et puis, une fois ces étapes passées, il nous est paru intéressant d'évaluer la maturité de notre démarche RSO et d'avoir un petit peu un bilan. Et pour ce faire, de se comparer par rapport à une norme de référence, d'essayer d'identifier nos forces, nos faiblesses, les actes de progrès que nous pouvions avoir pour nous améliorer, et d'avoir un regard extérieur. Donc c'est de là qu'est née l'idée de s'engager dans une démarche de labellisation RSO. Pour ce faire, nous nous sommes tournés vers l'agence Lucie, donc, qui est une agence qui gère différents labels RSE. Et dans le cadre de cette démarche, nous nous sommes engagés dans le parcours 1, 2, 3 Lucie. Donc le label Lucie, c'est, pour l'évoquer en quelques mots, il est inspiré des principes de la norme ISO 26000, qui est la norme donc, de référence en matière de RSE. Et ce qui nous a paru intéressant, c'est que c'est une démarche d'évaluation de l'engagement RSE et non de la performance, et que ça nous paraissait être plus souple qu'une démarche de labellisation ISO assez complexe. Donc en première étape, il y a une étape de formation en tant que chef de projet RSO, donc formation sur la norme ISO 26000, sur le référentiel Lucie. Et puis, dans le cadre de ce parcours, une auto-évaluation sur la base de ce référentiel basé sur la norme ISO 26000, avec l'appui d'un consultant externe formé à la démarche de labellisation, qui nous a accompagnés, qui nous a challengés pendant 3 demi-journées pour voir comment nous nous positionnons sur les différentes thématiques de ce référentiel. Une fois que nous avons réalisé cet autodiagnostic, nous sommes donc lancés dans cette démarche de labellisation simplifiée en choisissant la formule de labellisation Toumaï qui a été lancée en novembre 2019 par l'agence Lucie. Donc ce référentiel et cette labellisation est fondée donc sur un référentiel assez conséquent qui embrasse toutes les thématiques que recouvre la RSO ou la RSE. Donc avec cette thématique, mettre en place une gouvernance responsable, le respect des droits des personnes, le développement des relations et des conditions de travail responsables, la préservation de l'environnement, développer l'éthique dans les relations d'affaires, respecter l'intérêt des consommateurs et également viser le développement local et l'intérêt général. Et donc, à travers ces 7 thématiques qui sont décomposées ensuite en 25 enjeux, nous sommes attachés à nous positionner et à indiquer quel était notre état d'avancement au niveau de la caisse sur l'ensemble de ces thématiques, de ces enjeux, avec une évaluation qui est basée tout d'abord sur le degré de formalisation mis en place par l'organisme, toute la documentation dont elle dispose, les moyens qui sont mobilisés et qui sont alloués sur ces différentes thématiques, et puis bien évidemment les résultats obtenus. Donc nous avons passé en revue ce référentiel et indiqué quels étaient l'état de notre situation. Et puis, donc, il y a eu une phase d'audit avec un consultant Lucie qui a passé avec nous en revue nos réponses et qui a effectué une notation de chacune des thématiques. Pour pouvoir bénéficier de la labellisation, il faut pouvoir totaliser au minimum 300 points sur un montant global, une note globale de 2000. Donc nous avons une évaluation sur chacune des thématiques et au final, le 16 décembre 2020, la Caisse primaire de la Haute-Garonne a pu obtenir la labellisation Toumaï avec une note globale de 692 points sur 1000. Donc, ce qui était intéressant pour nous, c'était de pouvoir avoir un regard externe, mais également de mettre en place une démarche collaborative au niveau de la caisse et de montrer que la RSO ne concerne pas quelques actions résiduelles portées par quelques-uns, mais que finalement elle est complètement intégrée dans les missions et dans le fonctionnement quotidien de l'organisme. Donc bien évidemment, nous avons constitué un projet, donc un pilotage par chef de projet RSO, mais dans cette démarche collaborative, nous avons impliqué quasiment tous les services de l'organisme,
Bien évidemment, les services RH, les services marché, audit, contrôle, maîtriser, risque, marketing, relations clients. Voilà. Donc, quasiment tous les services de la Caisse ont été mobilisés sur cette démarche d'évaluation. Et au final, la labellisation véritablement a été une réussite collective de la CPAM qui a permis de montrer que c'était une démarche qui était complètement intégrée dans nos missions et dans notre quotidien. Vignette, nous avons dressé un bilan de démarche. Et donc, ça nous a permis à la fois de conforter l'idée que nous étions globalement sur la bonne voie, que ce que nous avions mis en place n'était pas du greenwashing et était bien une démarche globale et structurée. Conformément aux points de vigilance sur lesquels les personnes avec lesquelles nous avions échangé avaient tiré notre attention. Ça nous a permis d'avoir une évaluation externe tout en conservant un budget, un investissement en temps raisonnable, de prendre conscience des forces qui pouvaient être celles de la CPAM. Nous avons notamment eu une excellente évaluation en termes de gouvernance qui était plutôt une surprise pour nous. Ah, vous m'entendez, Vignette? Ah, ça a coupé. On a perdu le faisceau. Ah, ça, c'est quand même bateau. Bon, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on va réussir à la récupérer, parce qu'on avait peut-être une question ou deux. Ou sinon, on va peut-être basculer sur un autre organisme. Je ne sais pas ce que m'en dit la régie. Vous voyez? Bon, bah écoutez, à l'origine, on devait parler de la cave de l'Hérault. Bah, si vous en êtes d'accord, on va retourner du côté de Montpellier voir la cave de l'Hérault. Est-ce qu'il nous entend quand même, le directeur de la cave de l'Hérault? Monsieur Thierry Mathieu, est-ce que vous m'entendez? Alors voilà, c'est l'agilité. J'ai l'impression de faire un peu Interville, je vous avoue, mais c'est très sympa, c'est très vintage, revival. Alors les moins de 30 ans ne savent pas de quoi je parle, mais ce que je propose, c'est qu'éventuellement, je vais prendre une question, peut-être une question pour la CPAM, si c'est d'accord. Virginie, tu avais une question? Oui, une dernière question. Alors, Madame Vignette, est-ce que vous m'entendez bien? Madame Vignette, oui, vous m'entendez? Eh bien, parfait, je laisse la place à Virginie. Donc, vous avez obtenu un score, donc finalement vous disiez de 692 points sur les 1000 possibles lors de cette labellisation. Alors quels sont les axes de progression qui vont vous permettre d'améliorer cette note à l'avenir? Le plan d'action, la labellisation nous a permis d'avoir des préconisations de l'auditeur et nous avons identifié un certain nombre d'actions sur lesquelles nous pouvions travailler, notamment en matière de droits des personnes, pour renforcer la sensibilisation des collaborateurs sur les droits des personnes, harcèlement et discrimination. Nous avons mis en place des formations des managers sur ces thématiques, sur les relations et conditions de travail. La préconisation était de poursuivre la réflexion, l'échange de bonnes pratiques pour diminuer le stress et la charge mentale. Donc de ce point de vue-là, nous avons mis en place un certain nombre de webinaires, de post-café management, de conférences sur l'accompagnement du changement. Et également, notre service prévention réalise périodiquement des coups de pouce de la PREV pour échanger et sensibiliser les salariés sur ces thématiques. Et puis également, nous avons mis en place un cycle de sophrologie, de séances de sophrologie dédiées à la gestion du stress. En matière d'environnement, nous avons plus particulièrement travaillé sur l'application des éco-gestes auprès des salariés. On constitue un groupe dédié, une communication périodique, un fil conducteur sur les éco-gestes et engager une démarche de formation interne d'animateurs sur la fraise du climat de manière à pouvoir déployer ces thématiques en interne. Et enfin, en matière d'achat et de relations d'affaires, nous avons travaillé sur une charte de déontologie des achats et une formation des acheteurs délégataires internes. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur l'adhésion à la charte relations fournisseurs et achats responsables. Oui, donc on constate que vous avez une feuille de route très très dense pour améliorer ce scoring lors de votre prochaine évaluation. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci. Désolé pour les tracas techniques. On va y arriver. C'est 2022, mais bon, c'est pas la faute de Lucas ni de vous. C'est les réseaux informatiques, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette séquence. Merci beaucoup, Madame Vignette. Alors, on repart dans le Et maintenant, du coup, on va repartir à Montpellier là. C'est bon. Voilà. Est-ce qu'il nous attend, là, Monsieur Mathieu?
Ah, oui, voilà. En plus, il a beau temps. Votre micro. Ah, c'était sympa, Interville. Hein. Je ne les ai pas traités de vachettes, attention. Mais je ne suis pas Guy Lux, ça, je vous rassure. Bon, merci beaucoup, en tout cas, de nous consacrer un peu de votre temps cet après-midi, Monsieur Mathieu. Justement, on a un peu vu avec la CEPAM de Haute-Garonne l'approche globale qu'ils ont embarquée au niveau de l'organisme sur les questions de RSO, transition écologique. Il a un peu de temps pour vous. Vous avez quelques minutes pour nous présenter votre approche globale. Et après, Virginie et moi, on vous posera un petit jeu de questions-réponses, si vous êtes d'accord. Alors moi, on vous entend très bien sur le plateau, en tout cas. Le plateau, floor is yours, comme on dit. Voilà. Allez-y. L'important, c'est que nos spectateurs vous entendent. Voilà. D'abord, un organisme comme la... Oui, vous m'entendez? Oui, Oui. c'est bon. Donc, un organisme comme la CAF s'engage dans une démarche de label RSE parce que quelque part, elle pense qu'elle a un impact sur son environnement. Donc, nous, on était déjà sur ce type de démarche, on était sur la certification ISO. Et c'est vrai qu'on s'est interrogé sur comment, en fait, avoir un organisme qui se sent responsabilisé par rapport à l'impact qu'il a sur son environnement, à la fois donc l'environnement sur l'aspect environnemental, au sens premier, mais aussi l'aspect sociétal. Et c'est vrai que l'idée est venue, et bon, j'ai l'habitude de le dire, moi j'ai été sensibilisé à tout ce qui est l'environnement, plus par mes enfants que par un goût immodéré pour tout ce qui est, on parlait de greenwashing, mais pour tout ce qui est écologie. Mais c'est vrai que tout d'un coup, je me suis retrouvé, moi, avec ma fille, avec mon fils, qui m'ont posé des questions. On m'a demandé une fois si l'air était plus pollué dans le bureau ou à l'extérieur, et j'ai répondu à l'extérieur, on m'a expliqué que non, c'était dans le bureau que c'était plus pollué. Petit à petit, être sensibilisé, pourquoi? Parce que nos enfants le sont à l'école, sensibilisés. Et donc, on s'est dit qu'on était 750 à la CAF de l'Hérault, et que peut-être que si nous aussi, on arrivait à sensibiliser 750 salariés qui potentiellement, hors les couples CAF, représentent 750 familles, ça serait intéressant ensemble d'agir à la fois sur l'aspect sociétal et environnemental. Donc, c'est parti de là. Après, c'est aussi parti du fait qu'on avait besoin, et ça je ne le cache pas, de se donner un nouveau défi. On était certifié ISO. Aujourd'hui, d'ailleurs, les CAF se font un peu comment dire, maltraités dans l'actualité de ce matin. Et on est, voilà, moi, je vous parle d'une CAF où tous les objectifs sont atteints, où on a 2,5 jours de stock, et ça se passe plutôt bien. Donc, on avait besoin aussi de défis. Et ce label RSE, pour nous, c'était un défi, et c'était un défi d'arriver à le mettre en place, comme on avait mis en place la certification ISO, dans un pilotage qui était totalement intégré. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas faire de la RSE à côté. J'ai eu l'occasion d'en échanger avec Lucas. Notre approche a toujours été de dire, d'abord, on va prendre le temps pour aller sur la RSE. Donc, on a choisi des référents en RSE, on a mis en place des groupes de travail. Donc, on n'était pas à la recherche de la médaille. D'ailleurs, on ne savait pas trop comment tout ça allait se passer. Mais ce qu'on voulait, c'était déjà avoir l'ensemble de l'organisme embarqué dans cette aventure. On savait ensuite qu'on avait un certain nombre de briques qui pouvaient déjà apporter. Alors déjà, faire une CAF comme une caisse primaire, forcément, nous, on distribue 1,7 milliard de prestations, dont l'impact sur la solidarité du département de l'Hérault, il est déjà assez évident. On a des politiques d'action sociale plutôt volontaires, c'est déjà assez évident. On a de l'innovation quand on propose les entretiens giratoires qui sont repris dans des rapports parlementaires pour inciter les personnes à sortir rapidement du RSA. Donc, on avait déjà pas mal d'éléments qui correspondent donc à la responsabilité sociétale qu'on se faisait. Et on avait aussi conscience que cette labellisation RSE, c'était une autre manière de voir la CAF. Donc, on l'a mis en place pour dire à tous nos collaborateurs, au-delà de votre simple métier d'agent CAF et au-delà de vos missions, vous pouvez apporter à l'extérieur de la caisse uniquement en étant dans la caisse. Pour cela, on a aligné nos 5 axes stratégiques. Donc, on a la directrice du réseau aujourd'hui à la CAF de l'Hérault. Donc, partout, on a des affiches qui démontrent qu'on a aligné donc, nos 5 objectifs stratégiques de la certif ISO avec donc les 5 objectifs donc, de la RSE et du label RSE et pour bien vraiment intégrer l'ensemble. Donc, on a en face de nos objectifs ISO, on a tout ce qui est la gouvernance, l'environnement, les achats responsables, je vais y revenir, le social, l'implication territoriale. On a essayé de répondre à la fois, et donc là, parce que je parle avec UCANS, aux enjeux RSO UCANS, ça nous paraissait essentiel. Une norme ISO 26000, donc là, on a souhaité
être labellisé AFNOR. Donc ça, moi, je tenais à avoir une continuité entre la certif ISO et le label RSE. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'AFNOR. Et on savait aussi qu'avec l'AFNOR, on serait contributeur aux ODD, donc aux objectifs de développement durable, donc définis par l'ONU. C'était intéressant. Et d'ailleurs, on a un graphique qui permet de voir quelle est la contribution de la CAF de l'Hérault sur chacun de ces objectifs. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça nous permet de voir l'impact de l'organisme. Voilà ce que je peux dire sur l'approche globale. Après, les actions tant internes qu'externes qu'on a voulu développer. En interne, c'était sensibiliser. On l'est tous, hein, on n'a plus de bouteilles d'eau en plastique, on n'a plus des choses assez évidentes, mais en tous les cas, on a fait de vrais efforts sur la politique de tri et de recyclage des déchets. On travaille avec une association d'insertion qui prend tout ce qui est papier, il y a beaucoup d'organismes qui font ça désormais, mais en tous les cas, aujourd'hui, donc là, je ne vais pas vous dire aussi tout ce qu'on a fait pour les cigarettes avec Triclop, j'ai un papier là devant moi avec le nombre, donc 13 540 kg de mégots collectés depuis 2021. Donc voilà, on a essayé de ne pas trouver à chaque fois l'idée géniale, mais d'additionner plein de petites actions qui, mises bout à bout, fait qu'on a un impact. Donc, ça a été les cigarettes, ça a été les déchets papier, c'est aussi la mobilité douce. Et donc ça, j'y tiens parce qu'on a été, d'ailleurs, à notre insu, porté un exemple par la métropole de Montpellier, qui a choisi, par exemple, de faire une conférence de presse, donc le président de la métropole de Montpellier et sa vice-présidente au transport, à la CAF de l'Hérault, parce qu'on était un des principaux utilisateurs de l'application Klaxit de covoiturage. Et cette application Klaxit, c'est plus de 85 salariés qui l'avaient utilisée et qui continuent de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'on avait aussi souhaité la promouvoir, parce qu'on avait de vrais sujets. Alors, vous ne connaissez peut-être pas tous Montpellier, mais on est passé du côté de l'autoroute A75 où il y a beaucoup de bouchons le matin. Et donc, forcément, si les gens covoiturent, ça évite d'être tous bloqués dans les bouchons et ça peut permettre aussi des économies pour chacun. On a aussi, au-delà sur la mobilité douce, on a financé des vélos électriques, on a financé des trottinettes électriques. On a souhaité aller au maximum du protocole UCANS sur les mobilités avec 500 €. Donc, on a souhaité envoyer un signal comme quoi la manière dont se déplaçaient nos salariés pour venir à la caisse était un sujet de préoccupation pour nous. Et c'était forcément aussi un sujet de préoccupation pour notre environnement direct. Ensuite, on a introduit des clauses sociales sur nos marchés, bien sûr, l'insertion. Donc là aussi, ce que je vous dis là, pas mal d'organismes le font déjà et j'en ai totalement conscience. Après, l'idée, c'est d'arriver à en mettre en perspective tout ce qui a été fait, puisque moi, j'ai l'habitude de dire que la RSE, c'était déjà un petit peu dans l'ADN de la CAF, mais en tous les cas, ça a permis de le révéler. Donc, sur les clauses sociales, on a essayé vraiment de les insérer dans la plupart des marchés. Et donc, pour ce qui est même de la sécurité, on a, et sur le nettoyage des locaux, on a des clauses sociales intégrées. Sur les clauses environnementales, idem, avec la volonté donc d'avoir des sociétés, notamment de nettoyage, qui utilisent des produits, en tous les cas, qui sont classifiés comme non néfastes pour l'environnement, mais aussi sur la santé du personnel. En interne, on a eu pas mal d'actions qu'on continue à avoir sur tout ce qui est la santé, c'est-à-dire qu'on a un partenariat très fort avec le GFLUC, qui est une association de prévention des cancers, et je vous assure que c'est quelque chose qui touche beaucoup, et encore là, il y a encore une assistante de direction, voilà, on a appris qu'elle avait, qui a été opérée d'ailleurs il y a 2 jours, mais on est un organisme important avec un personnel féminin à plus de 80%, vous vous doutez donc qu'il y a certaines affections qui sont relativement importantes, et donc on a bien démontré que la prévention contribue, et donc là on a un cancérologue qui est partenaire de la CAF, contribue à la diminution des cas de cancer, ou en tous les cas à la prévention et en tous les cas au traitement le plus tôt possible de ces cas. Et donc là on a ce partenariat, on avait un partenariat avec des sophrologues, on avait même avec des ostéopathes, donc ça c'est dans tout ce qu'on faisait dans le cadre de la qualité de vie au travail, et donc tout ça là aussi, on a mis tout ce package donc interne dans la RSE. En externe, on a essayé un petit peu de prolonger nos métiers. On a des actions avec Sac à dos, qui est une association donc, qui dote de sacs à dos les personnes donc, dans la rue, et donc chaque année on y participe. On a un partenariat avec Ocean Rescue, et on est allé, on a passé une matinée à dépolluer les plages et à d'ailleurs, on était, je crois, on était un petit peu plus de 80 salariés, donc je crois que c'est pas mal, ça fait plus de 10%, c'est intéressant, de l'effectif total. On est allé dépolluer une plage à 7,
Que dire, ce qu'on a fait également, sac à dos, j'essaie de me rappeler. Là, ce sont les papillons sur la prévention des violences donc, faites aux enfants, où là aussi, le jour où on nous a remis le label RSE, on a bâti un partenariat avec cette association qu'on accompagne et qui, donc, dans les écoles, met des boîtes aux lettres pour que les enfants, s'ils sont harcelés ou vivent des choses un petit peu difficiles, puissent l'exprimer, le mettre dans la boîte aux lettres. Et ces boîtes aux lettres sont régulièrement ramassées. Donc voilà, tout ça, ce sont les actions diverses et variées qu'on a voulu initier et qui font le sens de notre démarche. Mais comme je vous le dis, j'avais été marqué par des organismes qui pouvaient s'inscrire dans la RSE et la première chose, ça avait été de mettre en place des canapés cosy et une salle où il n'y avait pas de bureau, etc. Je vous avoue que je n'ai pas eu cette témérité-là, j'étais pas très là-dessus, sur la salle RSE. Donc on a mis pas mal de petites actions. Je ne vous dis pas qu'on ne va pas la faire, la salle RSE, parce qu'on continue à me la demander. Mais l'idée, ce n'était pas de faire des salles de pause. Hein. L'idée, c'était de continuer à avoir des gens qui bossent, qui sont investis, mais qui, pour autant, ont conscience que leur appartenance à la CAF leur permet aussi d'œuvrer dans le social, d'œuvrer dans l'environnement. Leur dire aussi que leur organisme, ils peuvent quelque part en être fiers parce que leur organisme veille à son empreinte énergétique, que leur organisme veille à son impact environnemental, et ça me paraissait important. Oui. Vraiment intéressante. Alors, on avait noté, lorsqu'on avait échangé avec vous, quand même une originalité, une vraie innovation aussi dans votre approche, c'était celle d'embarquer au-delà des collaborateurs, leur famille, dans cette démarche globale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de ce choix? Il ne nous entend pas, je crois, monsieur Mathieu. Si. Bah, on va peut-être. On va essayer. Lors de notre échange, vous aviez parlé effectivement d'embarquer au-delà des collaborateurs les familles des collaborateurs dans votre démarche globale. Pourquoi ce choix? Ah, super. C'était l'idée initiale, c'était de vous dire que moi, je l'avais partagé avec l'équipe de direction. Quelque part, c'est mes enfants qui m'embarquaient parce que leur enseignant leur parlait d'environnement de manière assez importante. Donc, l'idée, c'était de se dire que si on arrivait à embarquer nos collaborateurs, on embarquerait leur famille. Et ça a plutôt bien marché, puisque lorsqu'on est allé dépolluer une plage, les conjoints étaient présents. Je n'ai pas tout dit de ce qu'on a fait. On a participé au marathon de Montpellier. On avait. Je coupe la caméra. Moi, j'entends. Ouais. Vous m'entendez? On n'entend plus. Ah oui, on ne vous entend plus. Oh là Là, là. vous m'entendez? Ah, c'est mieux. Là, oui. Donc voilà. Je disais que non, on avait essayé dans toutes nos actions, systématiquement, on avait essayé d'impliquer donc les conjoints, d'impliquer les enfants, et on va continuer à le faire. Donc je peux donner l'exemple de la participation au marathon, l'exemple de la dépollution. Pour nous, ce ne sont pas que les salariés de la CAF, oui, ce sont leurs familles, parce qu'on se dit que ça fait 750 familles dans l'Hérault et ça peut faire 2000, 3000 personnes. Donc c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. On a eu pas mal de pépins techniques. Indépendant de votre volonté ni de la d'autre, hein, je préfère le rappeler à nos spectateurs. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On voit que ça foisonne vraiment de partout au niveau de la cave de l'Hérault. Et il y a encore d'autres exemples que vous n'avez pas cités, que vous nous aviez cités en amont de cette émission. J'invite les uns et les autres à se rapprocher de la CAF s'ils veulent avoir un certain nombre d'éléments complémentaires d'informations sur les opérations qui sont montées par cet organisme. On va terminer notre séquence, entre guillemets, témoignage de terrain, avec pour le coup quelqu'un qui est en plateau et descendu du nord de la France, et on le remercie, le directeur de la CARSAT Hauts-de-France, Christophe Madica. Bonjour. Bonjour monsieur Madica. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, vous connaissez un peu la formule, donc un petit pitch de 4-5 minutes où vous nous expliquez la démarche globale portée par la CARSAT, et après, avec Virginie, on vous posera 2-3 questions sur le cœur de votre dispositif. D'accord, merci. Alors effectivement, moi quand je suis arrivé à la CARSAT, à l'époque Nord-Picardie, qui a été rebaptisée Hauts-de-France, cette CARSAT avait des tas de démarches autour de la responsabilité sociale de l'organisme, autour des démarches environnementales, autour du cycle de vie de l'économie circulaire. Je crois qu'il y a un exemple qui sera présenté prochainement, baptisé Colimaçon. Et donc mon idée a été d'essayer de fédérer l'ensemble de ces démarches
Et en regardant un petit peu la littérature, j'ai trouvé une démarche qui était assez intéressante, qui s'appelle ESG, Environnement, Société, Gouvernance. Je sais que c'est plutôt utilisé par le monde de la finance, mais quelque part, nous sommes aussi un acteur financier, économique extrêmement important, puisqu'on redistribue, je dirais, un certain nombre de prestations. Et donc, moi, j'ai décidé d'englober toutes ces démarches dans une approche ESG. Et cette approche ESG, elle est portée par moi-même, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'organisme. Et donc, j'ai mis un certain nombre d'organisations en place. Pour chaque fois qu'on conduise un projet dans l'organisme, on regarde quels sont les éléments qui peuvent intéresser cette approche environnement, société, gouvernance. Alors, il y avait aussi autre chose, c'est qu'en s'inscrivant dans cette démarche ESG, parfois je suis un peu agacé parce que l'institution sécurité sociale ne sait pas vendre à l'extérieur ses approches. Et on voit ici le témoignage de tel ou tel, d'AXA, Auchan, Carrefour, je ne sais quoi. Et puis je dis, mais tout ça on le fait, tout ça on le fait, tout ça on le fait. Et nous, on ne sait pas raconter une aussi belle histoire que ces gens-là. Et donc, il me semblait qu'en mettant une démarche cohérente, ESG, en essayant de faire travailler ensemble des corps de métier qui ne travaillent pas toujours ensemble, parce que entre les assistantes sociales, entre les préventeurs des risques professionnels, entre les gens qui vont faire de l'accueil retraite, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Et en ayant une démarche globale au niveau de la direction générale fédérative, eh bien, c'était d'enclencher un certain nombre de démarches. Alors après, on va revenir. C'est vrai qu'il y avait des très belles occasions. On parlera certainement du projet de réhabilitation d'immeubles. Et à partir de ce moment-là, eh bien, toutes les initiatives, parce que tout ne vient pas du haut. Quand vous parlerez de notre approche en matière d'économie circulaire, c'est les salariés qui ont eu cette initiative qui est accompagnée par l'employeur. Et ça aussi, je considère qu'en matière de responsabilité et en matière de gouvernance, le fait d'associer, les collaborateurs à ce type de démarche et de prendre les bonnes propositions et les valoriser, c'est aussi des éléments importants dans notre mode de gouvernance. Je rappelle aussi, et ça c'est quand même l'avantage encore d'une CARSAT, nous avons des partenaires sociaux. Alors qui aujourd'hui, lorsqu'on voit arriver sur les plateaux de télévision les gens qui nous présentent leur responsabilité sociale, qui peut se dire qu'il y a un conseil d'administration avec des partenaires sociaux. Et c'est particulièrement vrai dans la branche risque professionnel où c'est le strict paritarisme et où encore nous avons des comités techniques régionaux, même s'ils ont été un petit peu écornés récemment, où les partenaires sociaux sur le terrain, je dirais, sont les acteurs de la prévention des risques professionnels. Donc je pense qu'on n'avait pas de leçons à recevoir d'un certain nombre de grands groupes et qu'il est intéressant et important que la sécurité sociale s'organise pour valoriser ces choses. Justement, le thème du collectif, vous en avez parlé un petit peu dans votre propos introductif. Comment, au quotidien, vous arrivez à animer les équipes, cette transversalité que vous cherchez autour des objectifs RSO? Alors, c'est compliqué et difficile parce que, comme je dis, dans tout organisme de sécu, on aime bien travailler en silo. Les préventeurs entre les préventeurs, les assistantes sociales entre elles, etc. Et donc, déjà, on essaye de croiser les projets par déjà la circulation d'informations. Mais d'autre part aussi, ça veut dire qu'au quotidien, lorsque je suis arrivé, j'ai engagé un plan de transformation de l'organisme. Alors, je rappelle juste un tout petit contexte pour bien situer les choses. La Caisse avait été traumatisée en 2014-2015 par la situation de la CARSAT dans Picardie. Oui, la ministre s'était déplacée. Et il faut savoir quand même que le personnel a été particulièrement marqué par cette période, puisqu'on se faisait insulter dans la rue, voire caillasser. Donc il fallait reconstruire l'image, et donc j'ai engagé un plan de transformation. Et ce plan de transformation, eh bien, j'ai essayé d'associer par des groupes de travail l'ensemble des collaborateurs pour recueillir un certain nombre de propositions. Et à partir de ces propositions, nous avons bâti, comment dirais-je, un projet de transformation. De la même façon, lorsque nous avons réfléchi à la réhabilitation du bâtiment, puisque la décision a été décidée, et la décision a été prise de réhabiliter le bâtiment, 30 000 m² de bureaux, qui sont classés en G au niveau thermique, on va essayer d'arriver en C, mais ce n'était pas uniquement des économies d'énergie. Comment est-ce qu'on conçoit demain le cadre de travail avec l'hybridation, avec le télétravail, etc. C'est quelque chose de compliqué, donc nous avons associé, sur la base du volontariat, 600 personnes à cette réflexion. Après, nous avons intégré ça dans le cahier des charges de consultation des entreprises. Et aujourd'hui, on est en train de retenir le groupement qui va réaliser les travaux. Et donc, nous avons des échanges avec le personnel pour voir comment sont prises en compte leurs propositions, parce que c'est leur lieu de travail. Ce n'est pas le directeur que je suis. Moi, j'ai un bureau individuel. Ce n'est pas le directeur que je suis qui va travailler, etc. Et comment est-ce qu'on est capable d'avoir des espaces de travail aujourd'hui, quand je me
quand je fais le tour de la caisse, les bureaux sont fondamentalement vides. Parce qu'avec l'accord de télétravail, c'est jusqu'à 3 jours de télétravail. Donc moi, j'ai constamment des bureaux vides, des grands bureaux où il y a 1 ou 2 personnes. C'est extrêmement triste. Donc aussi, la CNAV a accepté de changer le mobilier, parce que si on change l'immobilier, il faut changer le mobilier. Donc comment est-ce que l'on va reconcevoir l'espace de travail? Et ça, c'est fait avec l'ensemble des collaborateurs. Et en matière de promotion de la mobilité durable, justement, vous nous aviez indiqué avoir travaillé avec les collaborateurs la question, mais également à côté des publics de votre organisme. Alors c'est vrai qu'on a repensé notre implantation territoriale, et au moment donné où on réfléchissait sur notre implantation territoriale, est arrivée la circulaire sur les France Services. Donc on a dit on va en faire un avantage, et donc on a décidé de jouer à fond la carte des France Services, mais nous avions déjà un partenariat avec l'ensemble des CCAS et avec des centres de santé. Donc nous avons 250 structures partenaires et qui nous assurent un premier niveau d'accueil. Alors pour ça, on les forme bien sûr, mais on a mis une ligne dédiée, on a mis une messagerie dédiée, on a, comment dirais-je, une lettre électronique dédiée pour ces structures partenariales. Et ça nous permet donc, et lorsqu'il y a besoin d'organiser des rendez-vous, on se déplace dans ces 250 structures. Et donc le salarié de la caisse, lui, va faire 20 km, mais ça va éviter à 30 autres personnes qui vont venir dans ce lieu de faire d'autres kilomètres. Donc le bilan global, même si nous, on va consommer de l'énergie, ça va éviter à nos assurés, comment dirais-je, ça va faire des économies d'énergie bien supérieures. De la même façon, on a des centres itinérants en retraite, donc des camping-cars qu'on a aménagés. Là, c'est très top. Au niveau des réseaux sociaux, c'est la CARSAT vient au-devant de vous. Donc là, ça ne me coûte pas très cher. Et en termes d'image, c'est très fort, notamment après la crise de 2014-2015. Mais par exemple, pour définir le trajet de ces centres itinérants en retraite, eh bien, je demande l'avis des présidents des CCS qui sont des élus locaux. Voilà, donc là aussi, c'est un partenariat et ça permet de re-ancrer l'image de la caisse dans les territoires qui avaient été particulièrement dégradés. Justement, c'est là où vous êtes entre guillemets dans l'originalité, parce que vous citiez quelques marques, il ne faut pas les reciter parce que sinon on n'a pas le droit, oui, en amont, qui entre guillemets montre l'exemple à d'autres. Vous exportez entre guillemets le savoir-faire de la Sécu en dehors de vos murs, justement aux entreprises un peu du secteur privé, si je caricature. Alors, c'est tellement vrai que dans le cadre du projet de réhabilitation, j'ai recruté, alors là aussi c'est l'organisation du projet, j'ai recruté comment dirais-je, un ingénieur qui avait une expérience de bâtiment et de réhabilitation, parce que 30 000 m² pour faire ce projet, et c'est quelqu'un qui était intéressé par, comment dirais-je, toutes ces questions d'économie d'énergie. Donc il a proposé qu'on inscrive le projet de réhabilitation et qu'on mette en place une démarche ACV, analyse du cycle de vie. Et cette analyse de cycle de vie, existe beaucoup pour les bâtiments neufs, mais n'existait pas pour les réhabilitations. Donc c'est une première. Si bien que ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau européen, on a participé à la rédaction de bonnes pratiques avec le groupe Alliance HQE-GBC. Et puis prochainement, on a un centre de développement éco-entreprise où on va venir témoigner de la façon dont nous avons intégré ce cycle de vie. Alors j'ai les 9 critères, hein, c'est-à-dire que c'est une analyse multicritère, potentiel de réchauffement climatique, consommation totale d'énergie, consommation d'énergie non renouvelable, déchets non dangereux éliminés, déchets dangereux éliminés, utilisation nette d'eau douce, acidification des sols, appauvrissement de la couche d'ozone, épuisement des ressources non biosourcées et non fossiles. Donc c'est une analyse multicritère sur les 50 ans. Et donc ça, c'est intégré aujourd'hui dans le cahier des charges et auquel doivent répondre les groupements qui sont en train de répondre, hein, il y en a 2, avec leur bureau d'études et leurs architectes. Merci beaucoup en tout cas M. Madica, c'était un tour d'horizon assez complet. On n'a pas eu de preuve technique, en plus c'était top. Voilà. Merci beaucoup d'être déplacé jusqu'à nous. Eh ben, on a pu voir donc 3 exemples des échanges de pratiques. Eh ben, ça tombe très bien parce que notre 3e séquence, ça va parler des échanges de pratiques. On va se retourner à ce moment-là vers l'Ecolab de la CNAM. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais vous allez le comprendre très vite. Et si j'ai le plaisir d'accueillir à la distance, mais j'espère qu'elle m'entend bien, Madame Catherine Magne. Est-ce qu'elle m'entend? Oui. Je vous entends très bien. Ah, super, merci. Vous aussi? Pas de problème. Moi, je vous entends impeccable. Voilà. Donc, vous avez vu quelques exemples, Madame Magne, hein, d'organismes qui se mobilisaient sur le terrain pour faire avancer la question de la transition écologique. Vous êtes parti d'une idée, ce serait bien que tout le monde communique sur une plateforme commune. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée. Alors, effectivement, moi, je suis directrice adjointe des ressources humaines de l'établissement public de la CNAM.
Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle aujourd'hui. Moi, je vais vous parler vraiment d'une expérience de collaboratrice lambda de l'assurance maladie. Parce qu'en fait, alors, mon expérience professionnelle, c'est que je suis devenue complètement éco-anxieuse à l'été 2018. Je ne sais pas si vous vous rappelez à cette époque-là, la CNAM, mon employeur, a été ravagé par un incendie qui est certainement lié au pic de canicule. Je me rappelle, oui. Et un mois plus tard, Nicolas Hulot a démissionné. Là, je me suis dit, bon, ben, on est foutu, quoi. Donc, j'ai complètement basculé. Avant, j'étais préoccupée, comme tout le monde, par ces enjeux-là, mais ça ne m'empêchait pas de prendre l'avion ou d'acheter des plats cuisinés suremballés, quoi. Là, j'ai voulu vraiment aller au-delà, être un peu plus radicale. Donc, je me suis inscrite à plein de défis qui étaient organisés par des associations, par exemple le défi Rien de neuf de Zero Waste, qui promeut plutôt le seconde main plutôt que l'achat de produits neufs. Le défi Famille à énergie positive aussi, qui est organisé chaque année partout en France pour via des éco-gestes, baisser ses factures d'électricité, ses consommations d'électricité, de gaz et d'eau. Voilà, j'ai fait tout un tas de défis comme ça et en fait, c'est hyper gratifiant parce qu'on obtient très vite au niveau individuel des résultats probants. En gros, on a une poubelle de 50 litres, on est obligé de s'en séparer parce qu'elle ne sert plus à rien. On a les factures qui diminuent à vue d'œil, donc c'est génial. Mais à chaque fois que je voulais convaincre mes proches, mes amis ou mes collègues, c'était un peu la douche froide. J'avais deux types de remarques. En gros, c'était ouais, mais les petits gestes, de toute façon, ça ne sert à rien tant que les entreprises et les politiques ne s'emparent pas du sujet. Et deuxième remarque, c'était ouais, mais moi, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai des enfants, ou pire que ça, j'ai des adolescents à la maison. Et j'habite pas à Paris, ou à l'inverse, ah oui, mais moi, j'habite dans le 7e à Paris. Bon, ok. Donc, j'arrivais pas à convaincre. Et donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais toute seule, je vais pas y arriver. Il faut qu'on soit nombreux, de plus en plus nombreux, à faire et à démontrer que c'est possible. Et que la massification, en fait, de ces petits gestes, entre guillemets, au final, ça paye. Et ça paye non seulement en économie, etc., mais ça engage aussi des transformations plus radicales, des transformations sociétales. Ça influence les entreprises et forcément, ça influence aussi les politiques. Et donc, l'occasion de créer l'Ecolab, je vais y venir, hein, c'est le teasing, ça a été en janvier 2020, l'assurance maladie s'est dotée d'un réseau social d'entreprise qui s'appelle YAM, et donc on a créé un des premiers groupes, ça a été l'Ecolab. Je suis partie avec une petite équipe projet de personnes aussi éco-anxieuses que moi, hein, clairement, mais super compétentes. J'avais des compétences en com, en gestion de projet, en accompagnement de changement. Et grâce aux méthodologies d'intelligence collective, on a conçu le design de ce projet-là. Et donc, on a l'idée de l'Ecolab, c'est en fait 3 objectifs. Le premier objectif, c'est pouvoir comprendre de quoi on parle. Donc, on a défini un certain nombre de thématiques que je retrouve aujourd'hui dans le cycle de conférences de Lucans. Hein. C'est la pollution numérique, les mobilités douces, l'économie circulaire, tout ça. Voilà, ça a été nos cycles de conférences. À chaque fois, on fait venir des experts pour décrypter ces sujets-là et vraiment faire le tour de la question. On trouve ça très important de pouvoir vulgariser tous ces sujets qui sont quand même éminemment complexes. Le second axe, c'est de pouvoir se mettre en action, agir. Et donc, sur chacune des thématiques, l'équipe projet publie des éco-gestes. Par exemple, comment est-ce que je lutte contre le gaspillage alimentaire, comment est-ce que je réduis le transfert de données, etc. Et le troisième axe, c'est l'axe du partage. On dit que voilà, la communauté, c'est aussi un ensemble de ressources et chacun peut échanger, poser des questions. Voilà, ça fonctionne comme ça. Ça fait 2 ans maintenant et on est à 465 personnes. J'aimerais bien qu'on soit au double à la fin de l'année. Ça serait super. Mais voilà, c'est plutôt on va dire que c'est un premier pas positif, quoi. Merci pour ce petit pitch. Je vais vous poser une série de petites questions si vous en êtes d'accord.
Première question, j'en étais à 450, vous êtes à 465, vous voyez? Comme ça monte entre-temps, entre mes données et les vôtres, tant mieux. Voilà, première question très simple. Je suis allée te voir ce matin. Hein. Voilà, voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont souscrit entre-temps. Merci, j'espère qu'on va susciter des vocations, c'est le but aussi. Comment vous parvenez à maintenir justement cette communauté active? Parce que parfois il y a des initiatives, ça commence fort et après ça se dilue. Comment on arrive à maintenir ça actif? C'est vrai que c'est l'enjeu. Moi j'avais très peur de ça, surtout que oui, c'est moi qui porte le projet et par ma position, c'est vrai que c'est simple de nouer des partenariats, etc. Mais ça a pris parce que, alors tout est sur la base du volontariat, hein. Donc ça compte beaucoup, je pense. Et en fait, il y a un petit groupe moi j'appelle ça des transféreurs, c'est vraiment des personnes qui s'impliquent sur ces sujets-là dans une entreprise. Tout un tas de personnes que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrées, qui postent régulièrement et qui alimentent le groupe. Donc ça veut dire que voilà, les gens se mobilisent clairement. Alors après, il y a quand même la dimension d'animation et la ligne éditoriale qu'on veut donner au groupe. Ça, effectivement, il faut mettre en place une animation de projet et il ne faut pas que ça soit personne dépendante. Donc là, moi, mon enjeu, c'est effectivement de pouvoir décentraliser au maximum et créer des petits collectifs qui puissent animer ce groupe sur la durée, quoi. D'accord. J'ai une question à vous poser parce que vous l'avez expliqué, c'est entre guillemets la force de votre démarche aussi, le déploiement de ces outils numériques, notamment ceux qui ont des réseaux sociaux déployés par la CNAM. Mais quid entre guillemets du terrain? Est-ce que vous prévoyez à terme, ou peut-être vous faites déjà, des initiatives au niveau des organismes locaux, notamment je pense aux personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec les réseaux sociaux? Alors, c'est ce qu'on voulait faire initialement, mais on s'est lancé en janvier 2020. Donc, le numérique nous a un peu sauvés quand même. Je vous confirme, c'était pratique le numérique, oui. Voilà. Et puis, ça permet de toucher rapidement plein de monde, quoi. Donc, ça a quand même une grande force. Après, c'est sûr que, voilà, je vous parlais de gens que je n'ai jamais rencontrés. Moi, j'aimerais pouvoir justement organiser des rendez-vous physiques, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'échange et pour créer l'émulation et justement pousser plus loin les projets. Donc, c'est l'objectif. On ne l'a pas encore fait jusqu'à présent. Par exemple, là, le 17 juin prochain, on a encore un webinaire sur le tri et le recyclage des déchets animé par Citeo. Ça sera à distance parce que ça permet de toucher plein de monde. Après, l'ambition, c'est effectivement de créer des ateliers de partage, d'expérience, etc. Et ça, on n'y est pas encore. C'est un projet. Et justement, la démarche Ecolab portée au sein de la CNAM, est-ce que vous avez eu vent d'initiatives similaires dans les autres branches de sécurité sociale ou pas? Ou vous êtes précurseur complètement cette histoire? Alors, il y a un réseau qui existe de personnes en charge de la RSO, mais ce sont vraiment des personnes dont c'est le job. Des expériences comme ça, je dirais un peu bottom-up, quoi, de collaborateurs qui s'emparent d'un sujet en dehors de tout cadre professionnel, je crois pas, je connais pas. Et vous avez eu des échanges éventuellement avec vos collègues dans les autres branches pour éventuellement dupliquer cette initiative ou pas encore? Ou peut-être pas. Alors, j'ai échangé avec Lucas un petit peu sur le sujet. Voilà, ils sont très bien. Et je pense que là, voilà, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, c'est que cette initiative les intéresse et j'espère que ça pourra se dupliquer dans d'autres branches. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose de totalement... c'est une démarche très volontaire de salariés, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je vais vous poser une dernière question, si vous en êtes d'accord. Je me rappelle que dans les missions, les objectifs que vous aviez fixés initialement, donc on parle de janvier 2020, il y avait cette volonté entre guillemets d'aller se rapprocher d'autres secteurs, d'autres entreprises ou tissus associatifs. Est-ce que ces types de démarches, vous avez pu les mettre en place ou ça a été un peu compliqué, j'imagine, avec la crise sanitaire? Où en êtes-vous un petit peu sur ce point-là? Effectivement, pour donner un peu de matière au cycle de conférences, on préfère s'appuyer vraiment sur des experts. Et donc, on va taper aux portes des entreprises, des associations qui, moi, j'ai été très surprise, de façon très facile, répondent oui et répondent présentes pour animer ces cycles de conférences, pour apporter de la matière.
Donc on a, par exemple, sur le cycle de l'économie circulaire, on a créé des partenariats avec Emmaüs Coup de Main, qui est la fédération Emmaüs qui est implantée à Paris-Est. Oui, tout à fait. Pour les mobilités douces, on a eu un petit partenariat avec l'ADEME. Il y a les experts qui sont venus, qui nous ont expliqué tout ça. Et surtout, on a pu mettre en place derrière des partenariats pour tester des Véligo, enfin ce genre de choses. Et puis, voilà, c'est surtout avec le monde associatif qu'on arrive à créer des partenariats. Dans le cadre de l'Ecolab, on a lancé justement des défis, notamment le défi Déclic, on l'a lancé auprès des collaborateurs de l'Ecolab. Et dans ce cadre-là, on a été partenaire de l'Agence parisienne pour le climat, au même titre que Ocean Surf Report, enfin voilà, d'autres associations. Voilà. Les entreprises, c'est plus compliqué. On est voilà, dans le monde du business. Et puis, je pense que c'est la CNAM qui les intéresse plus que l'Ecolab. Bon. D'accord. Bon, de toute façon, vous venez de débuter, hein, vous avez encore un peu de temps et en tout cas, vous êtes sur une belle marge, une belle ligne de progression. En tout cas, on vous souhaite de continuer comme ça. C'était une très belle initiative. Merci beaucoup, Madame Marny. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, nous allons basculer sur une nouvelle séquence. Alors, on a vu des organismes, on a eu le N3S, on a eu donc des initiatives portées par les caisses nationales. Maintenant, nous allons donner la parole à des élus. C'est aussi intéressant de voir le regard que les élus portent sur la sécurité sociale et sur cette question de transition écologique. Et dans ce cadre-là, j'espère que nous l'avons bien en ligne. Elle est... elle n'est pas encore en ligne. Vous voyez, c'est vraiment les aléas du direct, on y arrive. Ouais, j'en ai plein. Bon, cet après-midi, vous voyez, c'est souplesse et agilité à lui. Quand on y arrive, voilà, c'est aussi des éléments clés. Du coup, je vais basculer, si vous en êtes d'accord, sur la dernière séquence qui était prévue, mais bon, du coup, elle est très pertinente et très intéressante. Je vous avais prévenu qu'on allait parler un petit peu des représentants du personnel et de nouvelles formes de syndicalisme. On va parler du syndicalisme vert. Et pour cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Lecor. Bonjour. Bonjour Anne Lecor. Vous êtes présidente. On dit présidente? Secrétaire générale alors? Qu'est-ce qu'on dit alors là? Membre du bureau confédéral. Membre du bureau confédéral de Printemps écologique, qui est le premier syndicat vert en France, en tout cas connu. En tout cas. Première question très simple, Anne, c'est quoi un syndicat vert? Alors, nous, on ne s'appelle pas un syndicat vert, on ne se définit pas vraiment comme ça. D'accord. On se définit comme un éco-syndicat. Et donc, qu'est-ce qu'un éco-syndicat? C'est un syndicat qui va défendre les intérêts physiques, moraux d'un salarié. C'est un syndicat, tout ce qui est plus traditionnel, mais qui va faire coïncider la défense de ses intérêts sociaux avec la défense des intérêts environnementaux et écologiques. On pense que les intérêts des salariés et des citoyens globalement coïncident et convergent forcément avec la défense de notre habitat, de notre planète et là où on vit. Donc voilà, on explique aussi avec ce croisement entre écologie et social qu'il est extrêmement important d'anticiper les conséquences de ce changement climatique, de ces bouleversements climatiques. Donc voilà, Printemps écologique en soi, c'est un jeune syndicat. On a 2 ans d'ancienneté aujourd'hui et on a donc de base, ce sont surtout des militants de la société civile qui se sont constitués en syndicat en se disant que c'était un outil, un moyen d'intégrer aussi les organisations, entreprises, administrations, pour avoir une transformation vraiment systémique et changer les modèles à la fois de production et d'activité de ces organisations. Ouais, vous dites que c'est bien, c'est parti entre guillemets d'une initiative d'usagers, de citoyens. C'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout une émanation entre guillemets des syndicats traditionnels tels qu'on les connaît. Hein. Absolument pas. Non, non. De base, c'est un groupe de salariés, d'entreprises différentes, de secteurs d'activité différentes et de métiers différents, qui se posent la question de comment est-ce que je peux briser cette barrière entre mon engagement personnel sur ces questions environnementales et mon engagement dans l'entreprise, parce que je suis en espèce de dissonance cognitive avec moi-même sur, voilà, je suis engagée chez moi et quand j'arrive au travail, c'est comme si je mettais un peu voilà, des œillères sur ce que fait mon entreprise. Et justement, ce type de préoccupation, est-ce que c'est un phénomène qui est émergent? Ça reste encore un peu niche? Comment vous interprétez un petit peu cette dynamique? Pour le coup, on voit aujourd'hui que c'est un sujet qui appelle de plus en plus les salariés et les citoyens en général. On voit qu'il y a une augmentation de la sensibilisation avec effectivement une sensibilisation et une compréhension des enjeux qui est très différente finalement entre différentes personnes. Mais il y a quand même cette conscience globale qu'il y a un problème et qu'il y a des changements systémiques à amener et à apporter.
Sur la question de est-ce que, donc on est un syndicat, donc on va traiter aussi au cœur des entreprises l'ensemble des thématiques qui sont traitées par les syndicats de façon traditionnelle. Le travail, la rémunération, enfin on connaît tout à fait. Voilà, et donc l'idée c'est vraiment d'amener en parallèle la question environnementale, l'impact environnemental des organisations. Et sur la question de est-ce que les salariés ont envie et veulent s'engager, je vous ai amené 2 chiffres. Le premier, c'est que 87% des Français considèrent qu'une entreprise, donc là je parle plutôt entreprise, mais je ne sais pas quels sont les chiffres au niveau administration, mais dans les entreprises, les salariés, 87% d'entre eux, considèrent qu'ils devraient être plus impliqués dans les actions environnementales, donc c'est un vrai besoin de s'engager. Et 70% des salariés veulent s'engager dans cette démarche RSE que peut proposer leur organisation. Et ce qui est important ici, c'est qu'ils n'y parviennent pas. Donc 70% n'arrivent pas à s'engager. Donc vraiment l'idée, c'est de dire emparez-vous de l'outil syndical parce que c'est une voie d'engagement, tout à fait, oui. Notamment sur ces questions-là. Et donc c'est ouvert et allons-y. Justement, il y a une question, vous avez pu entendre, vous étiez en coulisses pour entendre un peu les pratiques des organismes de sécurité sociale. Vous étiez immanent d'initiatives de salariés qui travaillent principalement dans le secteur privé, sans caricaturer, c'est tout à fait le cas. Vous qui avez maintenant un petit peu entendu les deux côtés, est-ce que vous pensez qu'on peut piocher des pratiques, des concepts ou peut-être des approches du secteur privé qui pourraient être transposables sans dénaturer forcément la nature du service public ? Oui, absolument. Alors, au niveau des gens qui sont représentants du personnel, etc., nous, ils agissent à 3 niveaux. Le premier, c'est la sensibilisation aux enjeux et la prise de connaissance. Et pour le coup, dans certaines entreprises, on a des initiatives assez importantes où on va avoir une sensibilisation de masse, en quelque sorte, où l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise vont être sensibilisés. Ça peut être des fresques du climat, ça peut être énormément d'outils de ce type. Mais ça, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait avoir lieu dans l'ensemble des organisations privées, publiques, pour qu'on ait une conscientisation et une sensibilisation globale. Je pense que, de base, c'est la première pierre pour enclencher une transition écologique qui soit comprise et intéressante. Le deuxième niveau qu'on adresse, c'est le niveau de l'impact du travail. C'est-à-dire que quand je vais au bureau, quand je vais à la cantine, quand j'exerce mon activité, quel impact ça a? Donc on va avoir ces actions qui vont être multiples et qui sont souvent, qui peuvent être relativement ambitieuses. On peut avoir une révision complète de la chaîne d'approvisionnement de l'alimentation de l'entreprise. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Et la troisième chose qui est un peu notre but, nous, c'est d'aller questionner finalement l'activité, la stratégie et la raison d'être des organisations. En parallèle et face à le défi qui est face à nous. Ce que je remarque dans le privé, c'est qu'on a certaines questions qui sont adressées assez puissamment par les directions d'entreprise, parce que souvent ça peut être aussi une question de vie ou pas de vie ou de mort, mais en tout cas de pérennisation sur le long terme de l'entreprise. Et ça, c'est potentiellement un moteur assez puissant parce que c'est le business, l'activité de l'entreprise qui peut être impactée. Et donc ça, c'est évidemment, si elles évitent le greenwashing, il y a une vraie volonté. Et par contre, moi, ce que je trouvais ultra intéressant, c'est notamment la question du partage d'initiatives, parce que ce qu'on voit, c'est que les salariés portent des initiatives à des niveaux très locaux, souvent locaux, et que ces initiatives devraient être mises en lumière, montrées, partagées et essaimées à tous les niveaux des organisations. Et la question que je vous posais, parce que vous parliez un petit peu du prisme entre guillemets des entreprises, du greenwashing, est-ce qu'il est possible de faire coïncider, voire concilier des objectifs hyper ambitieux en termes de transition écologique? Je parlerai de moindre consommation, de moindre déplacement, d'avoir entre guillemets un mode de fonctionnement plus raisonnable, avec en parallèle les problématiques de RH qui sont propres à la sécurité sociale. On parle de centaines de milliers d'agents de sécurité sociale, et en même temps des usagers, parce que les usagers, vous l'avez appris comme tout le monde évidemment, à la sortie des crises des gilets jaunes, demandaient plus de services publics, et donc entre guillemets un outil encore plus performant. Est-ce qu'on arriverait à trouver une forme d'équilibre où ça risque de, entre guillemets, l'un va devoir pâlir de l'autre? J'ai envie de dire qu'il faut trouver cet équilibre-là, il n'y a pas le choix aujourd'hui, et le plus tôt on commence à chercher cet équilibre-là, le mieux c'est, parce que derrière,
plus tard on s'y met, en fait, plus importantes seront les conséquences. Donc c'est une question vraiment d'adaptation de nos organisations et on n'a pas vraiment le choix. Notamment parce que donc il y a les contraintes environnementales qu'on connaît, mais c'est aussi tout un tas de contraintes légales, d'attentes de la part des salariés et des usagers, vous le disiez. Et donc voilà, et dans le cadre de la sécurité sociale, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une des raisons d'être aussi de la sécurité sociale, d'anticiper ces mutations, notamment parce qu'on va avoir des changements et des impacts négatifs sur les conditions de travail. On le voit déjà, on travaille aujourd'hui avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, mais clairement, le changement climatique a des impacts forts sur les gens qui travaillent, les salariés, voilà, sur la santé, sur aussi l'emploi. L'emploi se transforme en profondeur. J'ai la commission sénatoriale sur la sécurité sociale écologique. On va en parler juste après. Parfait. Qui dit quand même qu'on est à 3,8 millions d'emplois qui doivent être accompagnés parce qu'il y a des changements sectoriels, etc. Donc effectivement, c'est sur l'ensemble de la chaîne, c'est en amont, c'est les gens qui font la sécurité sociale et c'est aussi ce qu'ils font pour les agents qui doit être aussi mis en route pour une transition écologique. J'ai 2 dernières questions, si on est d'accord. La première, c'est est-ce que vous êtes optimiste justement par rapport à cet objectif-là? Vous pensez qu'on va y arriver collectivement ou... Au niveau de la sécurité sociale ou au niveau... Alors, on va parler de la sécurité sociale, mais globalement, entre guillemets, la société française. En tout cas, je sais pas si c'est optimiste ou pas. La question, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Je ne suis pas certaine que face à l'urgence, on puisse se demander si on est optimiste ou pessimiste. Il y a des choses à faire et il y a un nombre de choses à faire qui est assez hallucinant. Il faut qu'il y ait toute une société qui bouge ensemble et on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on va être dans une démarche d'adaptation et voilà, il faut le faire dans tous les cas et il faut prendre nos petits bras et y aller clairement, quoi. Dernière question, mais justement, vous êtes un jeune mouvement, vous vous structurez, c'est quoi votre ambition? J'ai vu que vous étiez déjà présent sur un certain nombre de branches, c'est d'être présent partout, c'est quoi votre feuille de route entre guillemets? Alors, aujourd'hui, on a 2 ans, donc c'est assez symbolique pour un syndicat, parce que ça nous permet de présenter des candidats aux élections professionnelles. Et donc, on commence à construire des listes, on commence à accompagner des représentants du personnel aujourd'hui dans comment amener la question de la transition écologique et sociale au cœur des instances, des comités. Et on a aussi deux grandes objectifs, c'est que là, 2022-2023, c'est les élections professionnelles dans le privé, et 2022, fin 2022, c'est 5 millions d'agents dans l'administration publique qui vont voter pour renouveler les instances. Donc nous, c'est un de nos objectifs, c'est de commencer à porter des listes aussi dans ces administrations publiques. Écoutez, on vous souhaite bon courage et bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Mme Lecor. On va finir donc sur la dernière séquence et je crois que cette fois-ci, c'est bon. Nous avons réussi à nous connecter avec Mme Vogel, Mme Mélanie Vogel, sénatrice des Français établis hors de France, qui est également membre du groupe Écologiste, Solidarité et Territoire, qui est membre de la Commission des affaires sociales au Sénat et qui est, je dirais presque surtout, enfin peut-être pas, mais en tout cas dans le cadre de notre émission, c'est en tout cas surtout, rapporteur sur le projet, donc le thème de protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale écologique du XXIe siècle. C'est un programme assez dense, mais elle va nous en parler, elle va nous expliquer un petit peu quelles ont été les finalités de ce rapport, quelles sont les conclusions de ce rapport et comment justement on va accompagner cette mutation nécessaire de la sécurité sociale vis-à-vis des enjeux climatiques auxquels nous devons faire face actuellement et auxquels nous devons faire face plus tard. Est-ce qu'elle m'entend bien, Madame Vogel? Alors moi je vous entends très bien, j'espère que c'est réciproque. Oui, c'est super. Vous savez, on a eu beaucoup de problèmes techniques, là quand ça fonctionne, je vous le dis. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci d'être présent. Question très simple pour commencer, pourquoi le Sénat s'est emparé de cette question? Pourquoi cette mission d'information? Alors, question très simple, réponse compliquée. En fait, le Sénat s'est intéressé à cette problématique parce que, pour celles et ceux ici qui ne savent pas trop ce que c'est une mission d'information sénatoriale, c'est un outil que le Sénat met à disposition pour déblayer un certain nombre de sujets et formuler des recommandations. Et en fait, tous les groupes ont la possibilité de faire des propositions. Et le groupe écologiste avait là une possibilité de faire une proposition. Et nous, on voulait vraiment
faire un travail prospectif sur la question de la protection sociale face aux risques climatiques. Et au départ, quand on a proposé cette mission d'information, personne ne savait en fait ce qu'on voulait faire avec ça, jusqu'à ce que les autres groupes politiques nous disent mais en fait on ne comprend pas ce que c'est le sujet de votre mission d'information, c'est quoi en fait la sécurité sociale écologique, ce qui est, je pense, la démonstration de la raison pour laquelle on l'a faite, c'est-à-dire que nous considérions, et je crois que le travail qu'on a fait pendant ces quelques mois démontre que c'était juste, que la sécurité sociale à la française est un joyau de la République. L'universalité de la protection sociale, le fait que chacune et chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on veut conserver. Le problème, c'est que toute l'architecture de la protection sociale, au fond, a été fondée à un moment où on pensait que l'objectif c'était la croissance, produire plus pour avoir un plus gros gâteau qu'on allait pouvoir partager mieux. Voilà. Et aujourd'hui, on veut garder cet aspect universaliste de la protection sociale, mais on fait face à des défis qui n'étaient pas là. Enfin, ils étaient là, mais on n'en avait pas conscience au moment où le modèle social français a été pensé. Et voilà, et donc le but des écologistes était de mener un travail prospectif. Je pense qu'en fait, le travail prospectif, on aurait dû le mener peut-être un peu plus tôt, parce que là, on est déjà face au problème, mais d'essayer de penser quelle nouvelle protection, quel nouveau financement et quelle nouvelle gouvernance on pourrait donner à un modèle de sécurité sociale français qui serait à la fois capable de couvrir les nouveaux risques que fait peser sur notre société le changement climatique, mais aussi d'accompagner le changement et d'être un outil, au fond, en faveur de la transition et non pas dépendant d'un modèle économique qui est la source de nos problèmes. Donc, en l'occurrence, Madame la sénatrice, quelles ont été les conclusions de cette mission d'information? Est-ce que, à l'instant où nous parlons, est-ce que la sécurité sociale est entre guillemets armée, est assez résiliente pour pouvoir faire face à ces défis et adapter son mode de fonctionnement à ce qui se prépare, ou qui se prépare déjà actuellement, vous avez raison. Oui. Alors, c'est effectivement la première partie du rapport, et la première partie de notre travail, ça a été de se poser la question en auditionnant un certain nombre d'acteurs, y compris de la sécurité sociale, mais pas que, des ministères, des administrations, etc. La question était, est-ce qu'on est prêt? La réponse est non. Et c'est une réponse qui est issue des auditions qu'on a faites. Hein. Je pense que ce que je vous dis n'est pas un constat partisan, c'est vraiment, ça a été ce que nous ont dit les personnes qui travaillent à la fois dans l'administration, dans la sécurité sociale, dans les hôpitaux. Voilà, on n'a pas pensé l'évolution d'un système qui était nourri au fond par la croissance et qui devait couvrir des risques qui étaient contrôlables, c'est-à-dire les maladies infectieuses, les accidents du travail, etc. Voilà. Et là, en fait, on a à la fois un problème de financement, puisque on ne peut plus penser un monde où la croissance sera infinie, et à cause de notre modèle économique, eh bien, on a des risques croissants, donc des maladies chroniques, mais également, ça a été dit avant, des risques professionnels extrêmement importants, puisqu'il y a des transitions professionnelles majeures qui vont être faites avec des emplois qui vont devoir changer, puis des emplois qui ne vont plus exister, donc des gens qui se retrouvent au chômage, etc. Et ce sont des risques qu'on doit couvrir. Et donc non, la réponse était assez inquiétante. Je veux faire flipper personne dans la salle, mais globalement, c'était plutôt non, on n'y est pas en fait, on n'est pas prêt pour différentes raisons. Déjà, je pense ce qui est un peu le problème général, et pas qu'en France, hein, je veux dire, c'est quelque chose dont on parle partout quand on s'intéresse à la fabrique des politiques publiques, mais le fonctionnement en silo qui fait que quand on travaille sur la loi de financement de la sécurité sociale, on pense à la sécurité sociale comme un truc détaché presque des autres politiques qu'on mène en France, alors qu'elle est intimement liée à toutes les autres politiques qu'on mène,
politiques de transport, les politiques d'énergie, les politiques de tout ça va avoir un effet sur les risques qui pèsent sur les personnes et à quel point notre système de protection sociale va devoir ou non protéger des personnes qui seront exposées à des risques. Donc le fonctionnement en silo et aussi une culture très axée sur le curatif plutôt que sur le préventif. Ça, je crois que c'est quelque chose qui était très largement partagé par l'ensemble des personnes qu'on a auditionnées, qui est pour le coup quelque chose de vrai, je veux pas, mais de très français. C'est-à-dire qu'on a d'autres exemples où c'est moins le cas. Et avec un problème, et je parle en tant que responsable politique, c'est difficile de faire des politiques de prévention parce que la prévention, en général, la bonne prévention, c'est le plus efficace et c'est une politique invisible. Et donc, c'est toujours, d'un point de vue légitimité, c'est compliqué de dire à des gens, on va investir beaucoup d'argent parce que ça coûte de l'argent, mais en fait, ça sera moins d'argent et on va investir beaucoup dans quelque chose que vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais les résultats parce que c'est ça l'objectif de la prévention, c'est qu'il n'y ait pas de problème à régler. Et nous, c'est vrai qu'on est très, très orienté vers une culture plutôt du curatif, c'est-à-dire que les problèmes arrivent et puis on les résout. Et on a en France des personnes qui arrivent à la soixantaine qui sont majoritairement en mauvaise santé et qui sont gérées par le système de protection sociale alors qu'on pourrait avoir une sécurité sociale qui justement finance plus du préventif pour que, voilà. Cette efficience, entre guillemets, dans la mission, dans le périmètre de la sécurité sociale que vous soulignez, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de faire une grande action d'éducation à l'usager? Parce que, comme vous l'avez dit, on a le sentiment en France, et c'est vrai que c'est une réalité peut-être, c'est que la sécurité sociale, ce sont des droits plus que des devoirs, et c'est un objet immuable. On a l'impression que quoi qu'il arrive, même malgré les déficits, et vous connaissez par cœur les déficits autant que nous, elle est éternelle. Or, on sait que ce n'est malheureusement pas forcément le cas. Comment on fait justement pour accompagner les usagers dans ce cadre-là? Alors, c'est vrai que quand on regarde... Non, c'est vrai que quand on regarde les déterminants de la santé, par exemple, le système de santé d'un État est important, mais n'est pas l'élément le plus important qui détermine l'état de santé d'une population. C'est aussi les conditions socio-économiques dans lesquelles les personnes vivent. On sait qu'il y a un lien très fort entre votre santé et votre situation socio-économique. La capacité que vous avez à bien vous alimenter, les pollutions auxquelles vous êtes exposés, etc. Et l'éducation à la santé qui est tout aussi importante. Et donc, je vous rejoins quand vous dites qu'il faut éduquer les usagers, entre guillemets, dans le sens où c'est vrai que bon sens du terme, meilleure évidemment, connaissance... hein. Oui, qu'une meilleure connaissance de ce que nous sommes, de notre santé, des risques que nous prenons est un élément tout à fait déterminant pour que les individus s'exposent moins à des risques. Mais le fait majeur, c'est quand même que l'État a une responsabilité d'emmener des politiques publiques qui à la fois réduisent l'exposition au risque, c'est-à-dire mènent une politique agricole où on utilise moins de produits. Madame Vogel, on a un petit souci, j'espère qu'on va la retrouver là d'ici quelques secondes. Ah, ça m'a l'air de fonctionner un petit peu. J'espère pour nos spectateurs que... Ah. Non, là vous avez les coulisses en direct. C'est le backstage, comme on dit en anglais. Je crois qu'on a eu un petit souci avec la sénatrice. Je ne sais pas si on va réussir à la voir d'ici une minute. Peut-être... Ah bah parfait, attendez, on me fait signe que ça va peut-être reprendre. Ouais, je suis désolée. Non, c'est indépendant de votre volonté. Comme quoi, vous voyez, la technique qui marchait, ça pouvait pas durer. Je vais porter la poisse, merci. J'ai peut-être une question à vous poser là-dessus. Vous avez soulevé un point très essentiel, c'est celui du financement. Vous avez parlé évidemment des mutations du marché du travail par rapport aux métiers de demain.
aussi la conjoncture économique, je crois qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe actuellement, mais qui déjà, on savait que l'économie mondiale n'était pas forcément appelée à une croissance éternelle dans les années à venir. Comment on arrive à résoudre, entre guillemets, cette équation économique extrêmement compliquée, sachant que, on rappelle, le modèle de financement de la sécurité sociale française repose essentiellement sur les cotisations sociales et donc sur cette activité économique. Vous avez des pistes un peu là-dessus ou ça risque d'être très compliqué? Ouais, alors... Non, ben c'est une des grandes questions, effectivement. Il y a un premier point qui est important à avoir en tête, je pense, et que différents économistes nous ont souligné lors de nos travaux, c'est que, en fait, on a tendance... On n'est pas obligé de voir la chose exactement comme ça. J'ai dit moi-même au début, la sécurité sociale est fondée sur est financée par la croissance. D'un côté, c'est vrai, mais... c'est aussi notre État-providence et le fait que l'État assure un certain niveau de protection des individus et des entreprises qui a permis la croissance. Et donc, le fait de dire, je pense qu'il y a aussi quelque chose de axiomatique, de dire en fait, ça va coûter plus cher. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. Oui. Merci. C'est bon, c'est Madame Vogel, excusez-nous, nous aussi on a des problèmes. Non, pas de souci. Continue, n'hésitez pas. Le fait de dire, en fait, mettre en place les protections sociales qu'il nous faut pour protéger les individus contre les nouveaux risques liés à la crise climatique et s'assurer qu'on puisse avoir du bien-être et de la justice sociale dans le siècle qui vient, tout en ayant une transformation de notre modèle économique absolument nécessaire. L'idée que faire ça, ça coûterait beaucoup d'argent, n'est pas forcément, c'est pas forcément de cette manière-là à mon avis, qu'il faut le percevoir, dans le sens où ne pas le faire, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Et c'est même pas que ça va nous coûter beaucoup d'argent, c'est que c'est pas possible en fait. Donc il y a aussi, je pense, à déconstruire ce lien de ça coûte très cher, parce que le coût de l'inaction, je pense, est supérieur au coût de la transition, mais aussi... et je pense que ça, c'est un point important à avoir. Il y a beaucoup de... En fait, quand on a travaillé sur le changement de paradigme du curatif vers le préventif, l'idée, c'est aussi de dire, aujourd'hui, quand on fait de la planification énergétique, quand on pense à la politique agricole, quand on pense au transport, on ne se dit pas, les gens dans les ministères qui font ces politiques-là ne pensent pas à la sécurité sociale, ils ne se disent pas que c'est un lien. En réalité, et ça c'est une des conclusions du rapport, la chose la plus forte qu'on puisse faire niveau financement, en fait, pour aider notre modèle de protection sociale, c'est au fond mener des politiques publiques qui réduisent les risques dans tous les secteurs. Parce que c'est ce qui pèse finalement sur la sécurité sociale, c'est pas comment on alimente le budget. On a des risques exponentiels qu'aucun système ne peut gérer. Et donc, une action pour diminuer la tension financière, c'est au fond d'abord diminuer les risques. Et donc, c'est faire des politiques agricoles qui diminuent l'exposition aux substances chimiques toxiques, c'est la politique des transports, c'est la politique énergétique, etc. Et penser vraiment toutes ces politiques-là qui sont pas, c'est pas qu'elles nous coûtent de l'argent, mais elles vont diminuer en fait, la pression financière sur la sécurité sociale. Merci Madame Vogel. On a quelques soucis, mais on va y arriver. J'ai une dernière question à vous poser. Dans votre rapport, je crois que c'est la dernière partie de votre rapport qui est très intéressante, vous soulignez évidemment il y a les 5 risques couverts par la sécurité sociale désormais, avec le dernier étant la perte d'autonomie depuis maintenant désormais 2 ans. Vous en établissez quasiment un 6e. Vous parlez du risque alimentaire qui pourrait survenir dans les années à venir. Justement, comment la sécurité sociale pourrait intervenir sur ce champ-là? Ouais. Alors, c'était un peu, en fait, c'est l'idée de la branche additionnelle, qui est une idée qui est en discussion et je pense qu'il mérite beaucoup de travail et qui n'a pas fait l'unanimité pour être tout à fait transparente avec vous. Mais l'idée de dire il y a un autre type de risque qu'on peut appeler climatique, dont l'alimentation fait partie parce que c'est lié à ça. Donc ça a été effectivement une idée qui a été travaillée pendant le rapport et qui figure comme une des pistes qui a
qui a été évoquée, même si elle n'a pas reçu l'unanimité des votes pour figurer dans les recommandations. Mais dans cette 6e branche, qu'est-ce que pourrait faire une 6e branche qui couvrirait les risques environnementaux et climatiques? Une des pistes qu'on avait explorées, c'était notamment cette idée de sécurité sociale alimentaire, d'allocation alimentaire universelle. Pourquoi? Parce que, donc, à la fois, on voit que l'alimentation a un rôle majeur dans la santé. C'est-à-dire que c'est un déterminant essentiel qui est largement dû aux conditions socio-économiques dans lesquelles les individus vivent. On sait qu'il y a un rapport direct entre la qualité de l'alimentation auquel on a accès, ses revenus et sa santé, et que donc c'est un cercle vicieux, puisque plus on est vulnérable, plus on a accès à une mauvaise alimentation, plus elle nous rend malade, et plus et bien souvent moins bien on est couvert en plus contre les risques, etc. Donc c'est un outil à augmenter les inégalités. Et donc l'histoire de la sécurité sociale alimentaire, c'est un exemple, je pense, assez parlant et assez fort pour montrer quel type de protection on pourrait inventer. L'idée, ce serait de dire que la sécurité sociale pourrait financer, alors il y a différents modèles, ça peut être universel, ça peut être sur condition de revenus, bon, ça c'est des choses qui sont ouvertes à la discussion, mais pourrait financer le fait que chacune et chacun ait droit à un montant mensuel pour avoir accès à des produits biologiques, locaux, etc. Quand on fait ça, on fait deux choses. À la fois, on fait trois choses en fait. À la fois, on permet de diminuer les inégalités sociales. Ensuite, on permet de diminuer les risques de santé, puisqu'on sait que c'est un déterminant majeur des maladies chroniques, c'est l'alimentation. Et troisièmement, en fait, on accélère la transition agricole, puisqu'on finance des modes de production alimentaire qui sont plus vertueux. Et en fait, on a reçu des personnes, par exemple, qui travaillaient aux États-Unis et qui nous disaient qu'il y avait des compagnies d'assurance qui finançaient ce qu'ils appelaient je crois que ça s'appelait des food pharmacy. Oui, en gros, c'est des magasins bio. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ça ressemble, c'est un mélange de banques alimentaires et de magasins bio. Ouais, c'est un peu ça, ouais, l'idée. Voilà. Et qui avaient déterminé qu'en fait, ça coûtait, eux, comme compagnie d'assurance, ça leur coûtait moins cher de fournir à leurs clients l'accès à une alimentation saine plutôt qu'à leur fournir des soins quand ils étaient malades à cause de la mauvaise alimentation. Et donc, c'est un peu Voilà, je trouve que c'est un très bon exemple, la sécurité sociale alimentaire, parce que ça montre à quel point la sécurité sociale peut, par ses prestations, à la fois diminuer les injustices sociales, diminuer les risques de santé, diminuer aussi ses risques financiers, mais aussi participer à la transition de notre modèle économique et de production. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Merci, ça n'a pas toujours été simple d'un point de vue de distance, mais on a réussi finalement à avoir une bonne connexion jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup d'avoir nous avons fait le plaisir d'intervenir dans cette conférence inaugurale portée par Lucans. Et j'invite évidemment nos spectateurs à aller sur le site du Sénat, à aller lire votre rapport. Eh bien, Virginie, on va arriver bientôt dans la dernière séquence, mais tu as un point que tu veux soulever. Oui, effectivement, c'est important. On va vous mettre à disposition sur le fil de discussion un questionnaire de satisfaction. Et on espère que vous le complétiez, en tout cas dans un grand nombre, parce qu'on travaille pour vous en fonction de vos besoins et pour s'améliorer sur les prochaines conférences, les prochains webinaires, on a besoin de vos suggestions. Donc répondez nombreux, merci. Oui, ça vous incite, vous connaissez le lien, vous pouvez y aller directement. Et surtout, comme dirait l'autre, mettez un pouce bleu, voilà, ça sera mieux. Voilà. Pour conclure, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Barré, directeur délégué de Lucans. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. Alors on a eu beaucoup d'interventions, c'était riche, c'était intense, on a vu pas mal de points de vue différents, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors qu'est-ce que vous retenez de cet après-midi? Moi j'ai le sentiment que le train de la transition écologique n'est pas en marche, il est en marche depuis longtemps et que, entre guillemets, la sécurité sociale n'est pas forcément en retard avec cette problématique sociétale. Non, effectivement, c'est une des conclusions qu'on peut apporter à cette journée. Donc déjà, bonjour à tous. Voilà, il m'appartient de conclure cette journée qui a été très riche. Vous avez été très nombreux à suivre cette conférence depuis quelques mois et quelques années qu'on fait des conférences de ce type. C'est une de celles qui vous a le plus mobilisé aujourd'hui. Donc merci à tous. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites aujourd'hui. On a pu d'ailleurs comparer des initiatives externes et internes. Et effectivement, on fait ce constat qu'à la sécurité sociale, on est déjà très engagé dans ces sujets, même si on a encore beaucoup de chemin.
Alors, dans ce qu'on peut noter sur la journée, vraiment, ce qui est le plus frappant, c'est la rapidité avec laquelle ces questions environnementales sont en train de s'intégrer à tous les niveaux de l'entreprise et des organisations, que ce soit au niveau de la réflexion stratégique, mais aussi au niveau du quotidien de chaque salarié. Donc cette question, elle est désormais vraiment au cœur du projet de plus en plus d'entreprises et d'organisations. Ce qui est frappant aussi de constater, c'est de voir que c'est une question qui mobilise vraiment tous les acteurs de l'entreprise, du dirigeant au salarié. Et puis hier, c'était quelque part les sujets environnementaux, une affaire de spécialistes, des fonctions support, l'immobilier, les achats, l'informatique un petit peu. Mais maintenant, c'est vraiment l'affaire de tous, puisqu'on voit à travers notamment les interventions de cet après-midi que ça vient désormais irriguer la façon même dont on peut penser le système de prestations ou l'organisation de la gestion de ces prestations dans les organismes de sécurité sociale. Donc vraiment un sujet qui, entre guillemets, contamine, envahit toutes les sphères de l'organisation. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce sujet, ça constitue une opportunité d'enrichir cette question environnementale, d'enrichir le sens qu'on veut injecter dans nos fonctionnements et dans nos organisations. Quand je suis salarié dans l'organisme de sécurité sociale, je viens déjà pour une mission qui est pleine de sens, mettre en œuvre un service public de la protection sociale, mais en plus, comme mon organisme s'engage, je viens aussi contribuer finalement à cette lutte collective contre la crise écologique. Donc voilà, c'est dans la mesure où mon organisation prend désormais en compte cette dimension. C'est aussi, c'est l'objet un peu de l'organisation par le Lab de cette journée, un formidable terrain d'innovation. On a vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été expérimentées, réalisées, mais on sent qu'il y a encore énormément de choses à faire. Donc un terrain d'innovation, de recherche, d'expérimentation, voilà, ça se passe beaucoup sur le terrain, dans les organismes, dans les entreprises aussi, qu'on regarde et qu'on a fait venir ce matin pour enrichir notre vision collective de ces sujets. Donc vraiment un terrain d'innovation et du coup ça nous permet d'impliquer tous les salariés, puisque là on n'est plus sur des questions d'emploi, on est sur les questions de la créativité et des idées que chacun peut importer sur ces sujets. Donc un terrain d'innovation très vaste qui s'ouvre à nous. Alors beaucoup l'ont dit, il s'agit de réaliser collectivement un changement culturel. Donc c'était l'objectif de cette journée, c'était de nous aider collectivement à cheminer dans cette acculturation à ces nouvelles thématiques, dans la découverte de nouveaux acteurs, d'autres expérimentations à l'extérieur de l'institution et chez nous, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages en interne. Donc voilà, cette journée, c'était une étape dans ce chemin d'acculturation. Donc je vous remercie d'avoir été aussi nombreux pour y participer. Et c'est une étape aussi dans ce cycle de conférences, puisque aujourd'hui, c'était les cycles inauguraux, mais on va poursuivre nos travaux et cette démarche ensemble jusqu'au 8 juillet. Chaque vendredi, il y a une conférence d'1h30. Là, on va aller sur des thèmes un peu plus précis. La semaine prochaine, on sera sur les achats responsables, le recyclage, le réemploi, donc tout ce qui est économie circulaire. Le vendredi suivant, donc on sera le 24 juin, il y aura une conférence sur le numérique responsable. Ensuite, le 1er juillet, repenser la ville entre mobilité durable et bâtiments écologiques, donc la mobilité, l'immobilier. Et enfin, on terminera le 8 juillet ce cycle par une conférence sur l'accompagnement des transformations dans l'environnement professionnel. Donc, on va continuer à enfoncer le clou dans les prochaines semaines sur ce sujet. Je voudrais vraiment remercier les différents participants à cette journée. Renaud Villard, on ne le présente plus, président du COMEX et directeur général de la CNAV. Emery Jacquia, le PDG de la CAMIF qui était là ce matin avec nous. Marc Gigé, président de l'Institut européen pour les stratégies créatives et l'innovation et président du Club de Paris des directeurs de l'innovation, Elisabeth Laville, qui nous a accompagnés dans cet événement, fondatrice d'Utopie, et donc cet après-midi, Mélanie Vogel, Marie Rapi, Alexandre Berthe pour le N3S, Thierry Mathieu, Céline Vignette, Christophe Madica pour les organismes de sécurité sociale, CARSATO de France, CEPAM de l'Hérault et CAF de l'Hérault, pardon, Thierry, et CEPAM Haute-Garonne, et Catherine Margne, donc mon ex-collègue de la CNAM, que je remercie d'être intervenu, Anne Lecor et puis Alexandre Beau pour sa présence sur cette séquence cet après-midi, Espace social européen. Merci également aux équipes de Lucans, le Lab Sécurité Sociale, la DIRCOM et la DIRA pour l'organisation de cette journée. J'espère que vous y aurez trouvé matière à réfléchir et surtout demain à agir encore plus. Merci à tous. Merci beaucoup Sébastien.